Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio en ce mardi 17 février 2016. Au programme, une actualité assez dense, assez vive, qui justifiera que vous nous appeliez au 0826 300 300, parce qu'Emmanuel Galasso, qui est là juste en face de moi, attend vos appels et vous les transmettra. Et notre invité de 13 à 14h, Lucas Reski, sera très 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 content de répondre, puisque le sujet, ça sera comment passer de gauche à droite ou de droite à gauche, et là c'est de gauche à droite sans se faire montrer du doigt. J'y reviens dans un instant. On commence par un sujet, on sort un peu de la tragédie de l'actualité chaude, on revient sur la loi du plomb. Est-elle nocive pour l'agriculture ou bénéfique? Voilà, c'est un vrai débat. Est-ce que c'est la loi qui protège les lobbies, ou est-ce que c'est la loi qui permet à l'agriculture française d'améliorer sa capacité de souveraineté? Nous aurons les lumières de Xavier Coumoul, professeur de toxicologie et de biochimie à l'université de Paris-Cité. Ça, c'est à 12h10, dans quelques instants. Extrême gauche, extrême droite, peut-on mourir ou tuer pour des idées? Ça, c'est l'actualité très chaude. Nous aurons l'avis d'Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, dont Quentin de Ranc était proche. Et puis, comme je vous le disais, peut-on passer de gauche à droite sans se faire montrer du doigt? Et c'est à 13h jusqu'à 14h. Lucas Reski décryptera avec nous la douloureuse métamorphose et les interprétations qu'elle suscite entre camp du bien et camp du mal. Et puis, avec Maude Koffler. Bonjour. Bonjour, Maude Koffler. Et j'ai oublié Julien Delmas, que je n'oublie jamais. Non, vous n'avez salué personne ce matin, Perico. C'est très décevant. Mais comme on a eu un petit début inhabituel, j'ai été un tout petit peu déstabilisé. Rien de grave. Donc Julien Delmas, qui veille à ce que cette émission se déroule dans les meilleures conditions, qui est notre réalisateur, et Maude Koffler, qui là, pas loin de moi, a un œil sur l'actualité, et nous verrons avec elle les sujets. On va surtout parler de ces deux juges, ces deux magistrates, les juges jugés par des juges qui ont été écartés de la composition de la cour d'assises dans le procès en appel Samuel Paty. Je cherchais les mots révoqués. Voilà le programme d'aujourd'hui. Voilà, je vous incite surtout à nous appeler au 0826 300 300. On est à votre écoute et on a besoin de votre avis. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Très belle chanson de Georges Brassens. Alors, Georges Brassens, il oublie un aspect du problème, mourir pour des idées. Il parle de ceux qui veulent mourir pour des idées et qui veulent donner leur vie à des idées, et il suggère qu'on le fasse de mort lente. Aujourd'hui, on meurt pour avoir des idées. On est tué parce qu'on a certaines idées par des gens qui n'ont pas les mêmes idées. Je voudrais rappeler aujourd'hui, dans cette tragédie, la tragédie de Quentin Durand, et puis il y avait eu, ce Clément Méric. Aujourd'hui, l'ennemi principal de la République, l'ennemi principal de la démocratie, l'ennemi principal de la liberté au jour d'aujourd'hui en France, c'est le terrorisme musulmans. Je précise tout de suite que la majorité de nos compatriotes musulmans sont des gens qui aiment la France et qui soutiennent la République et qui s'adaptent aux lois qui reconnaissent les lois de la République. Et je le dis de la même façon pour les catholiques, les juifs et les protestants. Il y a des intégristes partout. Il y a des intégristes chez les chrétiens. Il y a eu des morts à cause de l'intégrisme religieux, quelle que soit la confession dans l'histoire. Voilà. Mais aujourd'hui, la plus grande tragédie à laquelle nous sommes confrontés dans notre actualité, c'est, je ne parle pas seulement d'intégrisme, parce qu'on peut être intégriste et ne pas tuer. Heureusement qu'il y a des intégristes, des fondamentalistes, des gens même radicaux, qui ne passent pas forcément à l'acte et qui ne demandent pas forcément la mort des autres. Mais voilà, il y a un fanatisme aujourd'hui religieux lié à un islam intégriste. On prend toutes les précautions qu'il faut du langage, il n'est pas question, et on a eu souvent des échanges ici avec des auditeurs qui nous disaient: mais je suis musulman, quand vous dites islamisme, vous mettez tout l'islam dans le même paquet. Non, on distingue bien. C'est pour ça que je préfère dire le terrorisme musulman, c'est très précis, et tous les musulmans ne sont évidemment pas, et loin s'en faut, des terroristes. La plus grande tragédie auquel nous avons été confrontés depuis les 30 dernières années, et toutes les morts se valent, il n'y a pas de mort plus grave que d'autres. Pour autant, à mon avis, le jour où l'histoire de France a basculé, c'est
en 2012, lorsque à Toulouse, à l'école Ozar Torah, Mohamed Merah est allé tuer 3 enfants. Gabriel et Arié Chandler et la petite Myriam Monsénégo, 8 ans, qu'il a pris par les cheveux, à qui il a mis une balle dans la tête, et le 2 petits garçons qui leur papa venait d'être abattu, Monsieur Sandler, et il les a tués, 8 ans et 12 ans, et quand le petit Arié rampait vers son frère, vers son père, il l'a achevé. Voilà. Ce jour-là, l'histoire de France a basculé. Non seulement parce que cette tragédie est une abomination sans comparaison, mais parce que la réaction de la classe politique et de l'opinion publique a été relativement timide. Il y a eu une commémoration le 21 mars. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, est tout de suite allé à l'école Ozar Torah à Toulouse. Et puis le 21 mars, il y a eu une commémoration, bien sûr, une cérémonie avec les candidats à l'élection présidentielle. On était et puis terminé. Or, ce qui s'était passé là était un tournant monumental dans l'histoire de France. Alors, on a eu ensuite, au mois de janvier 2015, après l'attentat contre Charlie, la mort des journalistes et des dessinateurs, et évidemment après le Bataclan, on a eu des manifestations. Au mois de janvier, c'était le 11 janvier, manifestation monstre. Tout le monde n'était pas à cette manifestation. On le regrette. On aurait aimé qu'il y ait eu plus de représentants du culte musulman qui viennent avec nous en tant que compatriotes dénoncer cet intégrisme-là, et nous irions nous dénoncer un autre intégrisme s'il était d'une autre religion. Voilà. Donc ne nous trompons pas de cible. Là, j'entends le mot fasciste. Voilà. Et le fascisme, c'est pas ça. Le fascisme, il existe, il a existé. C'était les SA, c'était les fascistes italiens. Le fascisme, je dis bien, c'est un système qui est contre la démocratie, qui est prêt à tuer pour imposer un dogme avec un chef dans un système politique tortionnaire, totalitaire. Donc voilà, toute l'extrême droite n'est pas fasciste, toute l'extrême gauche n'est pas, j'allais dire, stalinienne et ne demande pas de goulag. Donc, vu qu'il y a des morts aujourd'hui dans la rue, qu'il y a des confrontations, essayons d'avoir les mots justes, essayons de garder les justes proportions. Le fascisme, c'est le fascisme, il ne court pas dans les rues, et le trotskisme, c'est encore autre chose. Donc voilà, contentons-nous des faits, et là il y a eu un mort de trop, bien sûr, pour des idées, et comme dit Brassens, est-ce que ça valait la peine de mourir? Je rappelle juste pourquoi l'information est importante. Il y a une phrase de Condorcet qui est fondamentale dans notre système démocratique et dans notre débat politique: le suffrage universel sans l'instruction du peuple à l'école peut conduire à la dictature des imbéciles. Donc l'important, c'est qu'on instruise les gens et que l'on sache exactement de quoi il s'agit et de quoi l'on parle avec les mots justes et les bonnes idées. La loi du plomb est de retour et ça ne fait pas plaisir à tout le monde, pardon. On en parle avec le professeur de toxicologie et de biochimie à l'université Paris-Cité, Xavier Coumoul, dans un instant. N'hésitez pas à lui poser vos questions en direct au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. La France dans tous ses états, le fait du jour. La loi du plomb est de retour quelques mois après avoir suscité un vaste mouvement de protestation consécutif à une première loi du même nom. Le sénateur LR Laurent Duplomb a déposé une nouvelle proposition de loi visant à autoriser la réintroduction de plusieurs pesticides interdits en France, dont l'acétamipride. Quels sont les risques et pourquoi cet acharnement? On en parle avec le professeur de toxicologie et de biochimie à l'université Paris-Cité, Xavier Coumoul. Bonjour. Bonjour Xavier Coumoul, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Aujourd'hui, la loi du plomb, c'est une forme de serpent de mer qui va et qui repart. Elle suscite des polémiques assez violentes. Est-ce que je peux vous poser la question de but en blanc? Est-ce que la loi du plomb, c'est pas le retour des lobbies qui avaient été mis un petit peu de côté par des politiques agricoles un peu plus conscientes des enjeux environnementaux et de santé, et on sent qu'avec les Républicains au pouvoir, eh bien, on fait une marche arrière sur les conquêtes environnementales qu'on avait pu obtenir pour améliorer l'agriculture. Est-ce qu'on peut le lire d'une façon un peu politique également, ou ce n'est que du scientifique? De toute façon, dans tous les cas de figure, c'est un enjeu politique, c'est-à-dire un enjeu qui va englober des aspects environnementaux, sanitaires, mais après aussi des enjeux agricoles, sociétaux, etc. Donc c'est pas une loi qui peut entre guillemets s'appréhender de manière simple. Et ce qui est très important de mon point de vue, c'est que toute l'information soit correctement délivrée à l'ensemble du public.
C'est pour ça que vous êtes si important, c'est que les journalistes doivent effectivement nous permettre, en tout cas, de montrer toutes les données qu'on peut avoir sur cette molécule et que les gens soient informés pour qu'ils se fassent une opinion. Le discours du gouvernement, de Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, et du sénateur Duplon, c'est nous repensons la totalité de la législation pour assurer une meilleure souveraineté alimentaire. Dans la mesure où il y a une concurrence déloyale, eh bien nous allons évacuer les clauses de cette concurrence déloyale, mais au lieu que ce soit positif en disant à ceux qui fabriquent de la malbouffe, alignez-vous sur les valeurs européennes, nous allons nous aligner sur les valeurs de la malbouffe, comme ça on sera compétitif et on pourra exporter. C'est une totale hypocrisie, c'est un peu le raisonnement qui est tenu, vous êtes d'accord ? En fait, en tous les cas, j'estime que la question de la toxicité de la molécule dont on parle beaucoup, le néonicotinoïde acétamipride, il devrait être présenté de manière complète à l'ensemble du public. Et effectivement, on a le sentiment que si la molécule a été interdite à un moment, c'est qu'il y avait de bonnes raisons de penser qu'il fallait l'interdire. Donc la remettre effectivement sur le marché pour s'aligner avec les autres pays, c'est potentiellement réintroduire une molécule toxique sur le marché. Donc on doit en parler forcément de ça. Alors, et c'est pour ça que c'est un alignement qui pourrait se faire dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien envisager aussi de rediscuter de la toxicité environnementale de la molécule au niveau européen et d'avoir de meilleures pratiques aussi pour la santé des agriculteurs. Nous sommes bien d'accord et c'est pour ça que vous êtes là, pour expliquer à nos auditeurs exactement quel est l'enjeu, de quoi il s'agit. L'idée, c'est de dire, si on n'utilise pas cette molécule, la filière agricole est menacée, elle peut disparaître, alors que le même produit, la noisette, c'était Julien de Normandie qui nous disait, quand j'étais ministre de l'Agriculture, j'ai été confronté, c'est un véritable dilemme, c'est déchirant, mais il faut faire un arbitrage politique. Si on n'autorise pas le néonicotinoïde, eh bien, une filière peut disparaître, et malgré tout, les importations, la grande distribution continuera à importer des noisettes qui, elles, sont contaminées sa propre vie. C'est un choix politique à faire. Vous êtes formel, il y a un choix, vous êtes médecin, vous êtes chercheur, vous êtes scientifique, il faut privilégier, médecin peut-être pas, en tout cas vous êtes chercheur, en tout cas voilà, vous êtes médecin, vous avez un scientifique qui étudie et fait de la recherche biochimique, donc il y a un impact sur notre santé. Pour vous, la présence de cette molécule est un danger public. Elle devrait être considérée comme un élément nocif pour la santé publique. Alors, il n'y a aucun doute, la molécule est dangereuse, parce qu'il y a une différence entre le danger et le risque. C'est-à-dire que typiquement, cette molécule est dangereuse. La question après, c'est de savoir, est-ce qu'en y étant exposé, on va développer un risque pour la santé? Donc, c'est très très important de rappeler une chose, c'est que quand une molécule est mise sur le marché, elle a passé tout un tas de barrières imposées par les agences sanitaires, elle est mise sur le marché et ensuite, il y a une science académique qui se met en marche et qui va produire des données que la science réglementaire ne produit pas, pour une raison simple, c'est que, par exemple, on va émettre de l'acétamipride dans les champs, les gens vont être exposés, on va avoir des données qui sortent sur les populations qui sont exposées, sur les abeilles qui vont être exposées, et ces données-là ne peuvent pas être appréhendées en amont. Donc on essaye au mieux, au niveau des agences, de faire de la prédiction de toxicité. On sait que la molécule est dangereuse, on estime que le risque pour la santé, il est faible, et du coup, on la met sur le marché. Mais les données qui sont générées ensuite par la science académique montrent qu'il y a des signaux d'alerte qu'on ne peut pas négliger. Et c'est ça qui devrait être du côté de Monsieur Duplon ou du côté des anti-acétamipride. Il serait très important que l'ensemble des données, elles soient correctement présentées. Or là, il y a de vraies questions sur notamment la neurotoxicité de cette molécule pour l'humain, et aussi pour les abeilles, par exemple. Est-ce qu'il est question de seuil, de dosage, de degré d'intensité? Est-ce que c'est nocif dès le départ, ou il faut franchir à une certaine quantité de molécules pour qu'il y ait une dangerosité sanitaire? C'est une très bonne question, parce qu'on dit souvent que la molécule est la moins toxique des autres néonicotinoïdes, du fait de ses effets quand on l'applique tout de suite, ce qu'on va appeler les effets aigus. Mais sur le long terme, lorsqu'on applique régulièrement la molécule, on se rend compte déjà, qu'elle migre beaucoup dans l'environnement, donc elle ne reste pas là où elle a été épandue, et deuxièmement, elle va avoir des effets sur le long terme, notamment sur le comportement des abeilles. Elles vont être complètement désorientées et elles vont potentiellement être moins à même de pouvoir polliniser, par exemple aussi des cultures qui pourraient être importantes d'un point de vue agricole. Donc il faut considérer cet aspect-là, et cet aspect-là, il est souvent invisibilisé.
Xavier Coumoul, est-ce qu'il y a des cas dans l'agriculture où on peut se passer d'une molécule parce qu'on peut en trouver une autre ou une autre forme de traitement, et est-ce qu'il y a des cas où il n'y a qu'un médicament pour cette maladie, et si on ne peut pas l'utiliser, c'est effectivement un risque de mettre la filière concernée en danger? Alors là, moi, je suis pas spécialiste agricole, mais je sais qu'il y a des cultures bio de noisettes et des cultures bio de betteraves. Donc, typiquement, c'est des cultures qui n'utilisent pas cette molécule. La molécule en question, elle n'est pas utilisée actuellement en France parce qu'elle a été interdite. Apparemment, semble-t-il, il y a des baisses de rendement. Là, je suis pas spécialiste de la question, mais en tous les cas, on est capable de produire de la betterave et de la noisette sans acétamipride, ça c'est sûr. Après, la question, c'est celle aussi de notre consommation. Est-ce qu'on va être, par exemple, sur certains produits, on va devoir peut-être payer un peu plus cher, ça c'est vrai, et c'est une question aussi de pouvoir d'achat, mais en tous les cas, on peut s'en passer, ça c'est sûr. C'est une question de cohérence. Il faut savoir ce que l'on veut. Bon, il est sûr qu'il y a des pays où les cultures aujourd'hui qui sont en cause en France sont maintenues parce qu'elles sont respectueuses de l'environnement. En fait, est-ce que c'est pas la défense d'un système économique productiviste qui a besoin de cette chimie? J'adore le terme officiel, c'est produits phytosanitaires de protection des plantes. On en ferait presque une infusion, tellement c'est rassurant comme formule. Voilà, on voit bien que c'est quand même pour la défense d'un système agricole qui n'est pas celui dont la planète a besoin. Je reconnais qu'il peut y avoir une baisse de production, donc une montée des prix. Il y a des choix à faire. Quand vous êtes chez votre médecin, chez le pédiatre avec vos enfants et chez le médecin, et qu'il vous annonce une maladie pas sympathique, on se dit peut-être que j'aurais peut-être dû renoncer à telle noisette ou à telle betterave. Parce qu'une fois que la facture est devant vous, c'est plus douloureux à assumer. C'est une très bonne question parce que on oppose souvent écologie et économie, et moi je me positionne pas sur le sujet en tant que scientifique, mais par contre, vous avez raison. En fait, quand on applique ces produits, ça a été fait pour d'autres insecticides préalablement. Les coûts sont mesurables, notamment lorsque ces produits sont neurotoxiques. Il y a des pertes de points de QI qui peuvent se mesurer. Il y a un impact économique qui va y avoir du fait de ces points de QI. Et par exemple, sur une autre famille de pesticides, on a pu estimer qu'il y avait 150 milliards d'euros par an qui étaient perdus au niveau de l'Union européenne. Alors, en frais de santé, en baisse de productivité parce que l'intellect est affecté. Donc vous avez raison. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que on peut utiliser ces produits sur le court terme, ils ont peut-être un intérêt pour les rendements, mais à terme, s'il y a des impacts sur la santé humaine, on va avoir typiquement les systèmes de sécurité sociale qui vont être impactés par ça. Xavier Coumoul, est-ce qu'on peut se fier aux avis de l'agence européenne qui est l'EFSA, la française c'est l'ANSES, je rappelle sans donner la signification que ce sont des organismes publics qui sont là pour s'assurer de, le taux de dangerosité ou pas des produits. Un élément comme le Nutri-Score, qui est un élément d'information sur la teneur des aliments en grande distribution industrielle, qui permet aux gens de faibles revenus surtout de pouvoir savoir ce qu'ils achètent, ce qu'ils vont ingurgiter. Est-ce que ces deux organismes-là, quand ils donnent un avis, c'est totalement fiable, totalement impartial, ou on peut quelquefois avoir des doutes sur les avis de l'ANSES? Alors, il faut toujours, en tant que scientifique, il faut toujours douter. Donc, ces agences, elles jouent un rôle extrêmement important pour la protection des populations. Le continent, grâce à ces agences européennes, c'est sûrement un des mieux protégés du monde. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a forcément des trous dans la raquette. Il y a des produits qui ont été autorisés historiquement, qui ont été ensuite retirés du marché parce qu'on s'est rendu compte que c'était toxique. Donc, encore une fois, c'est ce que je dis. Les agences, elles jouent un rôle très important pour éliminer un certain nombre de molécules. Et il y en a certaines qu'elles autorisent à être mises sur le marché, mais ensuite la réalité environnementale, lorsqu'on expose les populations, lorsqu'on expose les animaux, etc., fait que les pertes de biodiversité, on connaît tous ça, et c'est forcément lié à une utilisation des pesticides depuis plusieurs années. Eh bien, on se rend compte des années après qu'il y a forcément eu des trous dans la raquette et qu'on n'a pas pu anticiper, malgré toute la qualité du travail des experts dans les agences, toutes les retombées en matière sanitaire et environnementale. Donc, il ne faut pas prendre comme argent comptant les avis, il faut se dire, ils ont fait leur travail, mais après, il faut forcément tenir compte aussi de ce qui est produit par la suite, notamment par la science académique. Vous êtes régulièrement consulté vous-même par ces organismes, enfin vous ou des organismes auxquels vous seriez liés. Est-ce que toutes les précautions, des vérifications sont bien prises quand on décide que tel produit est nocif ou n'est pas nocif, qu'on peut l'utiliser dans telle quantité ou pas dans telle quantité? Est-ce que la vérification scientifique est sérieuse? Oui, elle est sérieuse. Moi, je n'ai jamais interagi avec l'EFSA, j'interagis régulièrement avec l'ANSES.
L'ANSES, c'est une des agences européennes qui fait le plus de plus de modernité dans ses approches parce que elle finance des programmes pour améliorer ses tests, elle finance des programmes de toxicologie prédictive. Donc, ils font vraiment un effort, entre guillemets, pour garantir la sécurité. Mais encore une fois, ils sont conscients que les tests qui sont appliqués peuvent, à certains moments, laisser passer des molécules parce que, typiquement, lorsque par exemple, on fait référence à de l'autisme, je parle pas d'autisme avec l'acétamipride, mais si vous prenez l'autisme, il n'y a pas vraiment de test qui est capable de prédire à l'heure actuelle si un composé va augmenter le risque de développer un autisme chez un enfant qui va naître. Donc, forcément, il y a des trous dans la raquette, ils le savent, ils essaient d'améliorer les choses, donc ils font preuve de bon sens, il faut vraiment pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut que les politiques, par contre, eux, disent l'ANSES, l'EFSA a fait son travail, et il y a d'autres gens après qui ont fait un travail qui améliore la qualité des données, et ça devrait pas être invisibilisé. Donc, des priorités, information du consommateur. La loi du plomb, admettons, on reçoit tous les arguments, il faut qu'ils soient étayés, et il faut surtout que l'on dise tout dans les moindres détails, la vérité sur les incidences au consommateur, parce que c'est lui qui choisit, et puisqu'on est censé le défendre, la meilleure défense du consommateur, c'est quand même au départ l'information, qu'il sache exactement ce qu'il consomme et ce qu'il y a dans les produits qu'il consomme. Merci, professeur Commoul, d'avoir été sur Sud Radio, et voilà, j'hésiterai pas à faire appel à vos services, parce que je pense qu'on aura d'autres occasions de voir décrypter les lois alimentaires. Merci, à bientôt. Et maintenant, nous allons, avec Maude, traiter de quelques sujets pertinents sur l'actualité, notamment ces 2 magistrats révoqués. Et après, nous recevrons Alice Cordier, qui est la responsable du collectif, directrice du collectif Némésis. On décryptera avec elle ce qui s'est passé à Lyon avant la mort de Quentin Derenc. À tout de suite sur Sud Radio. 2 magistrats ont été écartés hier de la composition de la cour d'assises au procès Samuel Paty. Oui, effectivement, pendant l'audition de la fille de monsieur Brahim Chlamli, les 2 magistrats, qui a une titulaire et une remplaçante, qui auraient dévié de leur devoir de neutralité en considérant qu'il y avait une responsabilité, qu'une culpabilité qui était établie. Et donc l'avocat de cette personne a considéré que les 2 magistrats avaient été sortis de leurs prérogatives de magistrate. Elle a interpellé la présidente de la cour. Il a interpellé la présidente de la cour d'assises devant laquelle il a déposé cette contestation. Et la présidente de la cour d'assises a révoqué les 2 magistrats. C'est un fait inédit dans la justice française parce que voilà, quand 2 magistrats sont là en train de faire des auditions des gens qui vont passer au procès, qui recueillent les témoignages, en général les magistrats savent ce qu'ils font. Là, on avait l'impression que ces 2 magistrats avaient pris parti de façon indûment presque politique, et c'est ce qui a été un petit peu invoqué par l'avocat, maître Franck Berton. Et en fait, si la présidente du tribunal a pris cette décision, c'est que le risque était que, au vu du verdict qui tombera sur cette cour d'assises de l'assassinat, qui porte sur l'assassinat de Samuel Paty, le risque était que la Cour de cassation se prévale de ce petit incident, de cette réclamation de l'avocat pour casser le procès. Voilà. Donc la présidente de la Cour d'assises a fait une mesure de précaution. Effectivement, aujourd'hui, il faut être très précis, et la neutralité des magistrats est un point essentiel et non négociable lorsqu'il y a une affaire judiciaire de cette ampleur. Alors peut-être qu'il y a eu, j'allais dire, une malformulation de la part des magistrates, peu probable qu'il y ait eu intention de nuire, et la présidente a préféré prendre des précautions et donc les révoquer de façon à ce que le procès puisse être tenu en bonnes conditions et que la justice puisse être rendue dans des conditions conformes à la loi et aux valeurs de la République. Non, puis ma mère, on va appeler, wesh. J'ai envie d'un burger. L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture une proposition de loi Renaissance pour expérimenter l'éducation à l'alimentation à l'école. Oui, Olivia Grégoire, députée de Paris, ancienne ministre, était ici dans ce studio. Elle est venue 2 fois, et notamment la semaine dernière, pour parler de sa proposition de loi qui institue l'enseignement obligatoire sur l'enseignement alimentaire, l'alimentation à l'école
comment faire en sorte que nos enfants, nos élèves sachent exactement ce qu'ils mangent, ce qu'ils mettent dans leur assiette. C'est non seulement un enjeu environnemental, c'est un enjeu sanitaire, c'est un enjeu social. Et Olivia Grégoire a porté devant l'Assemblée nationale ce projet de loi pour que l'école puisse aider les élèves à se nourrir, à s'apprendre à s'alimenter. C'est pas des cours de cuisine, c'est pas des cours de gastronomie, c'est juste une éducation alimentaire. En fait, c'est un petit Nutri-Score scolaire, c'est donner aux élèves la capacité de choisir leurs aliments, de savoir l'enjeu alimentaire et de se nourrir de façon très saine. Eh bien, cette proposition de loi sur l'enseignement d'éducation à l'alimentation à l'école a été adoptée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Il faudra maintenant aller au stade suivant qui est le passage en loi. Il y aura évidemment passage par le Sénat et ensuite passage à nouveau par l'Assemblée nationale. On sait que les syndicats enseignants sont un petit peu réticents parce qu'ils se disent les programmes sont déjà très chargés. On va pas, en plus c'est pas à nous enseignants à faire de l'éducation alimentaire. Si pas de cette façon, c'est bien une éducation sensorielle, c'est apprendre aux élèves, aux consommateurs de demain à savoir choisir leur alimentation et comprendre ce qu'il faut ou pas mettre dans notre assiette pour se faire du bien et préserver l'environnement. C'est un enjeu social, c'est un enjeu politique et en tout cas c'est vraiment un enjeu éducatif. Donc on se réjouit que cette proposition de loi ait été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et on félicite Olivia Grégoire pour ce courageux combat qu'elle a mené et que pour l'instant elle est en train de remporter. Poudre à canon, hypoglycérine, détonateur, mèche. Moi, ce qui m'éclate, c'est ce qui fait boum. Une bombe artisanale a été retrouvée chez un ingénieur, Maude. Les opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure dans la Meuse ont revendiqué avoir posé une bombe, en effet, une bombe artisanale au domicile d'un ingénieur de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'organisme qui pilote ce projet d'enfouissement. Les militants écologistes avaient installé et amorcé ce dispositif explosif à proximité de la clôture extérieure de la maison située dans une impasse. L'engin artisanal était composé de 3 cartouches de gaz et de jerrycans d'essence. L'action a été revendiquée sur un blog et c'est ce qui a permis à l'ingénieur de découvrir la bombe avant qu'elle n'explose. Les démineurs sont intervenus. Il n'y a donc heureusement eu aucune victime, mais cela démontre une fois de plus les méthodes radicales de l'extrême gauche et on n'en a pas fini. Bon, bonjour monsieur, c'est la CAF. Bonjour. On vous a versé un trop perçu, donc faut rembourser. Pas mal. Ah, je suis très sérieuse, on attend le remboursement au plus vite. Je suis un grand poulpe si je vous rembourse, c'est bon? Oui. 2 employés de la CAF ont été condamnés hier pour faute grave ayant occasionné un préjudice colossal. Oui, ça se passe dans le Val-de-Marne. 2 employés de la CAF avaient établi un système. Donc, une des deux appelait les allocataires. On disait, voilà, il y a un trop perçu. On vous a trop payé ce qu'on vous devait. Par conséquent, il faut rembourser. Alors bon, il y avait évidemment hésitation, contestation. Elle disait, non, c'est absolument impératif que vous remboursiez. Les gens, évidemment, s'exécutaient. Cette personne avait en plus, cet employé, cette fonctionnaire, fraudeuse, avait prolongé le délai légal de recouvrement de façon à ce qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Et c'est pas moins de 8,2 millions d'euros qui ont été détournés. Et puis l'autre collègue, il faisait en sorte que l'information ne remonte pas. Il verrouillait le système de façon à ce qu'il n'y ait pas de contrôle possible malgré les contestations. Et bien voilà, ça a fonctionné. Bon, écoutez, la justice a fait ce qu'il fallait, l'administration aussi. On n'est quand même pas à l'abri, c'est pas rassurant. On pensait que les systèmes de contrôle étaient un petit peu plus rigoureux et un petit peu plus vigilants. Donc, raison de plus pour remettre les bouchées doubles. Et donc, si on vous demande des recouvrements en vous disant, voilà, on vous a trop donné, vous avez trop perçu, soyez très vigilants et regardez bien votre dossier pour être sûr que tout ça est réclamé de façon régulière et légale. Ça avait mis 90 minutes à me mettre la tête à l'envers, mais là, pow, je venais de découvrir une nouvelle phase, la paralysie cérébrale. Ne jamais accepter les bonbons donnés par un inconnu. Un équipage d'avion anglais a été intoxiqué avec des bonbons un peu particuliers. C'était des bonbons qui contenaient du cannabis, tout simplement. Alors, il en a donné un petit peu à ses voisins de voyage, et puis ensuite, l'équipage y a coûté également. Et puis, tout le monde s'est retrouvé malade. Alors, le cannabis, on se dit, bon, c'est des bonbons qui font rire, tout simplement, qui détendent. Là, l'effet sanitaire a été beaucoup plus nocif, beaucoup plus violent. Ils sont vraiment tombés malades. Alors, c'était sur une ligne britannique, j'espère qu'en France, quand vous donne des bonbons, on dit toujours aux enfants, ne me prends pas les bonbons du monsieur. Là, les bonbons. Quand on est adulte, il faut faire la même chose. Quand on est, faut faire la même chose, surtout quand il y a des effets secondaires. J'espère que le pilote, quand il était en train d'avoir les manettes de son avion, n'a pas aussi mangé ses bonbons au cannabis. Enfin, en tout cas, bon, l'avion s'est posé. Mais voilà, méfiance
Au bonbon, dans l'avion, on n'a pas à manger. D'ailleurs, on n'a pas à prendre quelque chose dont on ne connaît pas la provenance. Tout simplement, voilà la prudence. Vous êtes le Vincent Bolloré de gauche. Alors, non, tout nous oppose avec Vincent Bolloré, à commencer par les valeurs. L'homme d'affaires Mathieu Pigasse a fait polémique hier à cause d'un tweet partisan, Maud. Depuis plusieurs années, Mathieu Pigasse affirme vouloir engager les médias qu'il dirige au service de ses idées contre l'extrême droite, ce qui indique déjà un peu plus précisément son orientation. Une démarche donc ouvertement politique, à tel point que le propriétaire, entre autres, de Radio Nova et des Inrecuptibles, hésite à se présenter à l'élection présidentielle en 2027. Après avoir voté Mélenchon 10 ans auparavant, en 2024, il avait même appelé à voter pour le nouveau Front Populaire aux élections législatives anticipées. Mathieu Pigasse est l'un des actionnaires du Huffington Post et du Monde. Il possède également de faibles parts dans le groupe Media One, qui produit notamment C'est dans l'air et C'est à vous sur France 5. Mais Mathieu Pigasse est surtout un militant, terme qui pourrait s'appliquer en effet à Vincent Bolloré, sans cesse accablé par la gauche, à la différence près que Bolloré ne tient pas de discours politique, lui-même n'engage pas sa propre parole dans le débat public, question sans doute de subtilité, et ne s'octroie pas non plus de tribune dans ses propres pages ou sur ses propres plateaux. Et puisqu'on parle, de subtilité, rappelons que Mathieu Pigasse avait qualifié en septembre dernier Marine Le Pen de poison et l'avait accusé d'attiser la haine, le racisme, de mépriser l'égalité des droits. Tout ça dans une même phrase et tout ça sur le service public dans une émission dont il était actionnaire. Ce qui pose la question de l'impartialité de certaines instances, si prompt à harceler Stérin et Bolloré, au nom de l'indépendance éditoriale et de la déontologie journalistique. Franchement, plus cynique, tu meurs. Mathieu Pigasse avait défendu l'intervention de l'humoriste Merwan Benlazar, qui avait fait polémique par sa tenue dite salafiste sur le plateau de C'est à vous, justement, alors qu'il officiait comme chroniqueur d'un soir. Un humoriste qui, de façon beaucoup plus sérieuse, traite les téléspectateurs de Miss France de porc et estime que la place de la femme est à la maison. Non, vraiment, on n'a pas les mêmes valeurs. Dernier fait d'armes, 24 heures après la mort de Quentin, Mathieu Pigasse publiait sur son compte X vouloir poursuivre son combat contre l'extrême droite. Un timing très habile, à l'image finalement de tout ce qu'il représente, le mépris de ceux qui ne lui ressemblent pas, mais toujours au nom du progressisme, alors ça passe. Alors, rappelons que c'est parfaitement son droit, et surtout nous sur Sud Radio, ici nous sommes des défenseurs de la libre parole et j'empêche pas de parler. Hein. Non, du politiquement incorrect. Donc voilà, et c'est vrai qu'on s'étonne que Mathieu Pigasse, qui a parfaitement le droit d'avoir ses opinions, il est patron de presse, il a le droit de donner une orientation. Si ses rédactions acceptent ses consignes ou ses, j'allais dire, ses orientations, ça c'est un débat entre les journalistes de la rédaction et le patron et le propriétaire. C'est tout à fait normal. C'est vrai qu'on aimerait que cette vigilance qu'il a envers l'extrême droite, il est aussi quelquefois contre l'extrême gauche. À un moment donné, Perico, c'est aussi une question de déontologie journalistique. On en parle beaucoup, et surtout en ce moment, avec cette commission d'enquête sur le service public, etc. Je vois pas pourquoi Mathieu Pigasse échapperait à cette rigidité, à ces règles. On a le droit de lui poser la question. Il a le droit de faire et de dire ça totalement. Bien et ce sûr. n'est pas sur Sud Radio que le lui reprochera, mais on a le droit par contre de lui poser. On a le droit de se poser la question, de l'interpeller. Et d'ailleurs, s'il veut venir s'expliquer chez nous, ça sera avec joie qu'on le recevra. Avec grand pour bonheur. débattre de ce sujet passionnant qui nous concerne tous. Voilà, la liberté d'expression est inaliénable, et comme elle est inaliénable, nous avons droit nous aussi de poser des questions sur des sujets qui nous dérangent ou qui nous étonnent. La mort de Quentin a choqué le monde politique. Une minute de silence sera respectée à l'Assemblée nationale cet après-midi. Nous recevons Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, pour parler du militantisme. Jusqu'où le militantisme peut-il aller? Dans un instant, 0826 300 300 pour réagir en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. Moi, je suis pour la mort de Quentin. Voilà les mots prononcés par un militant d'extrême gauche hier soir alors qu'il arrachait des affiches d'hommage à Quentin, ce militant nationaliste de 23 ans, tué à coups de pied et de poing il y a quelques jours alors qu'il était tombé dans un guet-apens à Lyon après s'être engagé à assurer la protection des militants du collectif Némésis lors d'un happening pacifique en marge d'une conférence de Rima Hassan. Une mort par essence absolument scandaleuse et choquante, mais que certains parviennent quand même à justifier. Jusqu'où la violence politique peut-elle aller? On en parle avec la directrice du collectif Némésis, Alice Cordier. Bonjour Alice. Bonjour Maud. Bonjour Alice Cordier, Bonjour, merci d'être à l'antenne de Sud Radio et dans le studio en particulier. Vous êtes au cœur de la tourmente et même en première ligne puisque l'organisme que vous animez, qui est Némésis, est cité. D'abord, avant de rentrer dans le vif du débat qui anime aujourd'hui la classe politique française et les médias en général et l'opinion qui est un petit peu interpellée, pouvez-vous nous dire exactement
selon vous, ce qui s'est passé. Il y avait ce meeting de Rima Hassan. Quels sont les faits exacts avant le drame ? Nous avons 7 militantes du collectif Némésis d'une vingtaine d'années qui ont déployé une banderole, c'était un drap, une banderole assez artisanale, on va dire ça ainsi, sur le trottoir en face de l'IEP, donc de l'école de Sciences Po Lyon. Et à 50 mètres environ d'elle, il y avait une quinzaine de jeunes hommes venus uniquement pour les protéger. Je dis bien uniquement pour les protéger parce que on a une réécriture parfois de certains médias et leur objectif était simplement de sécuriser bénévolement, volontairement ces jeunes femmes. Rima Hassan venait faire un meeting sur quel thème ? Sur des thèmes qu'elle a l'habitude d'avoir. C'était un meeting, vous l'avez très bien dit, et c'est ça qui nous choque. Officiellement, c'est quoi ? C'est une conférence ? C'est un échange ? Oui, c'était vraiment un échange sur la cause. Avec des étudiants. Tout à fait, exactement. Bon. Ouais. Mais vous l'avez bien dit, et c'est intéressant le mot meeting. Et nous, c'est ce qui nous dérange en fait au sein de Sciences Po aujourd'hui. Quand c'est des personnes de gauche qui peuvent faire des meetings, des réunions ou des conférences, elles peuvent. Quand c'est des personnes de droite, elles ne peuvent pas. Et donc nous, on est là aussi pour montrer qu'il y a une autre jeunesse qui demande autre chose. Mais bon, ça c'était le pourquoi du comment on était là, puis on a des antécédents. Rima Hassan nous avait déjà menacés verbalement. Et donc, de ce fait, nos militantes avaient des garçons venus les protéger qui n'ont pas pu les protéger. Donc elles se sont fait agresser. Il y avait un service d'ordre de la France Insoumise pour Rima Hassan ou aux alentours ou... Visiblement un service d'ordre informel. Oui. Illustré par visiblement, et l'enquête le dira, des membres de la gendarmerie. L'intention, j'allais dire, de Quentin Durand qui était autour de lui, c'était de protester. De protéger juste les militantes, pas de protester. Il n'était pas militant Némésis. D'accord. C'était un ami d'une des militantes et il était venu uniquement protéger. Et en face de lui, quand vous me demandez s'il y avait un service d'ordre de la France Insoumise, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un groupement d'une trentaine d'hommes avec des cagoules, avec des armes, à savoir des gants coquets. Ce sont des gants renforcés au niveau des phalanges, utilisés normalement pour la moto, mais utilisés des dans armes le par cadre, destination. Voilà, comme armes par destination. Et donc, je pense que ce groupement de jeunes hommes, on verra si l'enquête dit que c'était la jeune garde ou pas. Visiblement, un certain nombre d'indices le montrent. Je ne sais pas s'ils étaient mandatés formellement ou pas par la France Insoumise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils venaient à cette conférence-là. Et quand on est matos comme ça, c'est qu'on ne vient pas uniquement assister à une conférence. Votre protestation avait été annoncée. Vous en cachiez pas que vous veniez pour contester la présence de Rima Hassan et surtout les idées qu'elle profère de façon, j'allais dire, légale. Non, mais en fait, c'était pas une manifestation déclarée. C'était simplement un regroupement de contestation, comme l'extrême gauche a bien l'habitude de nous faire, sauf que nous, on le fait pacifiquement. Ce sont des choses courantes. Ça veut donc dire que ceux qui ont agressé Quentin Durand se préparaient quelque part à une confrontation violente, puisqu'on a l'air de comprendre qu'ils étaient pas armés, mais enfin bon, en disposition d'agir physiquement. Ils étaient prêts à agir contre qui, contre quoi, on ne sait pas, mais ils étaient prêts en tout cas à l'agression, oui. Comment s'est passée exactement la confrontation ? Il y a un échange verbal au départ, échange de coups, menaces, et puis ça dégénère ? Donc les garçons sont dans une rue à 50 mètres de nous. Je dis nous, j'y étais pas physiquement, je tiens à préciser, mais je représente l'association. Et les militantes de Némésis, en fait, se sont faites prendre à partie en même temps que les garçons se faisaient prendre à partie. Donc pour ce qui est de nos militantes, elles ont été prises à partie par des étudiants de Sciences Po et par des jeunes femmes qui viendrait également du groupe qui a agressé nos jeunes garçons. Et elles ont été physiquement agressées, puisqu'on en a une qui a été étranglée et qui a aujourd'hui 8 jours d'ITT, et on en a 2 autres qui ont été frappées au sol et qui ont 2 et 5 jours d'ITT. Donc il y a ça dans un premier temps. Et en fait, si elles ont été agressées et que les garçons qui étaient là pour nous protéger n'ont pas pu intervenir, c'est parce que eux-mêmes, dans la rue où ils étaient à 50 mètres, ont vu arriver une trentaine d'hommes cagoulés qui se sont rués sur eux. Il n'y a pas eu de sommation, quoi. Ils se sont rués sur eux. Ils les ont agressés. Voyant le sous-effectif qu'ils étaient, ils ont bien compris qu'ils ne pourraient rien faire. Certains ont pu partir, et il y en a 3 qui n'ont pas pu partir, dont Quentin. Les images des caméras vidéo montrent bien que effectivement ça a été immédiat et assez rapide. Il n'y a même pas eu, j'allais dire, ni d'échange ni de dialogue. Parlons 2 secondes de Némésis pour que les gens comprennent bien. Vous êtes une association identitaire sur des valeurs, alors droite, extrême droite, réactionnaire, comme on veut, avec une connotation de féminisme pour contester un féminisme que vous considérez trop à gauche. Moi, je considère que je suis une association féministe, une association de victimes. On dénonce les violences faites aux femmes, et on s'est fait connaître notamment pour une forte critique de l'immigration et du fait qu'aujourd'hui nous dénoncions le fait qu'il y avait une surreprésentation d'étrangers dans les faits de violence, notamment sexuelles, dans l'espace public. Un certain nombre de médias nous prêtent une connotation identitaire, extrême droite, etc. Ça, je leur laisse leur analyse. En tout cas, voilà, nous on est une association avant tout de victimes. On est une association pacifique, ça je tiens à le redire. Aucune de nos actions n'est violente. Nous sommes vraiment dans le militantisme et la protestation la plus
la plus pacifiste. Aujourd'hui, comment est le climat dans le monde étudiant à Lyon? La tension est très très forte. Vous pensez que c'est un peu retombé? Est-ce que les déclarations du ministre de l'Intérieur et du président de la République, qui établissent clairement la responsabilité de l'extrême gauche, vous satisfont? L'inverse serait scandaleux, puisque aujourd'hui j'ai l'impression que tous les indices, et même Laurent Nunez a cité le nom d'une organisation qui serait mise en cause à savoir la Jeune Garde, qui serait mise en cause dans l'agression et le meurtre de Quentin. Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Maintenant, moi j'ai quand même quelque chose qui me révolte un peu à ce niveau-là, c'est que la Jeune Garde, donc association, et l'enquête le dira, donc je prends mes précautions évidemment, qui semble être mise en cause dans l'assassinat, enfin dans ce qui arrive à Quentin, était dissoute par le gouvernement. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans nos rues, une organisation dissoute composée visiblement de gens violents puisse se reformer aussi facilement et agir en toute impunité, sachant que la Jeune Garde était même présent la semaine d'avant à Avignon. Ils ont agressé des journalistes des confrères de Frontières. Donc si vous voulez, je me questionne. Et la deuxième chose, moi, qui me révolte évidemment, c'est la réaction de la France Insoumise. Alors évidemment, la France Insoumise, on a quand même un certain nombre de déclarations antérieures, l'année précédente, au moment de la dissolution de la Jeune Garde, qui implique les responsables de la France Insoumise. On les sent un petit peu coincés aux intonneurs aujourd'hui dans leurs explications. Maud Goffer, vous avez envie de poser une question? Justement, on va parler de la France Insoumise. Tout à l'heure aura lieu une minute de silence à l'Assemblée nationale réclamée par Éric Ciotti. Il a obtenu l'accord de la présidente de l'Assemblée nationale et donc les accords des patrons de groupe de l'Assemblée nationale, ce qui est assez étonnant finalement quand on voit et quand on entend ce que disent les députés de la France Insoumise. Est-ce que c'est bienvenu? Ça, j'imagine que oui, mais est-ce que vous attendez plus de la part des politiques aujourd'hui? Vous attendez beaucoup de la justice, évidemment. Est-ce que de la part des politiques également? Moi, j'attends rien de la France Insoumise, si jamais c'était la question que vous voulez me poser, parce que je vois que leur réaction, elle est de se moquer. Mais Jean-Luc Mélenchon a eu des déclarations il y a 2 jours, alors qu'on venait d'apprendre le décès de Quentin, qui sont d'un scandale absolu, qui ne pousse absolument pas à l'apaisement et qui était sur le ton de la moquerie quand on sait qu'il y a des parents qui vont enterrer leur fils dans les circonstances qu'on connaît et sous la responsabilité de la France Insoumise, puisque ces violences-là, je le rappelle, ont eu lieu aux abords d'un meeting LFI. Ça, c'est la première chose. Je vois un certain nombre de réactions de députés qui littéralement se moquent de nous. Paul Vannier, qui hier expliquait que Raphaël Arnaud n'avait plus rien à voir avec la Jeune Garde depuis longtemps. Raphaël Arnaud était cofondateur de la Jeune Garde. Raphaël Arnaud se mobilisait encore aux côtés de la Jeune Garde il y a encore quelques semaines, quelques jours. Et la deuxième chose aussi par rapport à ça, c'est que il faut bien comprendre que la France Insoumise est en train de se positionner d'un point de vue révolutionnaire. Et quand on est révolutionnaire, le fait de tuer ses opposants n'est pas un souci. Je ne vois pas beaucoup de compassion vis-à-vis de la famille, je ne vois pas d'honnêteté. Et je vois encore des députés de la France Insoumise, et c'est pour ça que je vous dis à quel point je pense que ce parti est dangereux et s'inscrit dans une ligne vraiment révolutionnaire. Il continue de dire que l'antifascisme est important. Je rappelle quand même qu'un certain nombre de pays classent l'antifascisme comme une organisation terroriste. Mais en fait, ce qui me sidère, c'est que ça va même au-delà de la France Insoumise. Sandrine Rousseau qui nous explique hier matin que l'antifascisme est nécessaire et n'est pas violent. Ouais. Pardon, mais excusez-moi, une élue PCF qui nous explique que Raphaël Arnaud est un gentil agneau sur les plateaux télé. Donc en fait, ça va bien au-delà de la France Insoumise. Il a lui-même été condamné justement pour des violences il y a quelques temps. Raphaël Arnaud a été condamné pour des violences en réunion. Il m'a menacé d'une balle dans la tête. Maintenant, on se rend compte qu'il pourrait vraiment le faire, en fait, finalement. Ou si c'est pas une balle, ce sera des coups de poing jusqu'à la mort, jusqu'à ce que mort s'en suive, puisqu'ils sont capables de le faire. L'assistant parlementaire a donc été interdit hier par un communiqué. On avait communiqué à la présidence de l'Assemblée nationale. Vous pouvez considérer quand même que cette fois-ci, les pouvoirs publics, la classe politique prend le problème à sa mesure et semble s'orienter vers des mesures, j'allais dire, sévères et efficaces. Alors, oui, mais... Il ne s'agit pas d'interdire la France Insoumise, mais il s'agit de les mettre devant leurs responsabilités. Comme on mettrait devant ses responsabilités quand il y a eu la mort de Clément Méric, vous vous souvenez, tout le monde s'était acharné à prouver qu'il y avait une collusion immédiate avec le Front National, ce qui n'a pas été établi. Ensuite, le passé des gens dans leur engagement politique. Là, vous pensez qu'il y a un tournant quand même et que les pouvoirs publics vont prendre les dispositions qui s'imposent? Il y a un tournant. En fait, ce qui est difficile pour nous, c'est que ça fait des années qu'on alerte sur la hausse de la violence chez les militants antifascistes. En début d'année, il y a eu l'affaire Charlie Kirk. Et en fait, on a vu qu'il n'y avait pas énormément de choses qui étaient faites. Regardez, la Jeune Garde est dissoute. En fait, finalement, malgré le fait qu'ils soient dissous et qu'ils n'ont plus le droit d'agir, eh bien, au final, on les retrouve là et ils assassinent un jeune homme. C'est peut-être dû à une carence de moyens policiers et de moyens de volonté politique. Nous, par exemple, on a
a une de nos militantes qui a été agressée, des journalistes de Valeurs Actuelles ont été agressés avec elle. Ça a été filmé, ça a été référencé. Il y a donc eu un procès puisqu'on a retrouvé la personne, puisqu'il a été pris en flagrant délit. Il a pris un mois de sursis. Voilà. Donc, il avait des gants coquets sur lui. Donc, en fait, si vous voulez, il y a aussi une manque de volonté politique, mais il y a une justice qui est très laxiste quand il s'agit de l'extrême gauche. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment. Moi, je vais vous dire, s'il n'y avait pas eu la vidéo de l'agression, aujourd'hui, ça serait traité comme un fait divers. On n'en parlerait même plus aujourd'hui de Quentin. Voilà. Et dès le début, moi, quand l'affaire a explosé et qu'on a annoncé ce qui était le drame qui était en train de se passer sous nos yeux, on a des journalistes qui nous ont appelés pour en savoir plus sur le profil de Quentin que sur les faits qu'il s'était passé. Voilà. On voulait chercher, est-ce qu'il n'y a pas dans sa vie, dans son passé, des signes qui feraient qu'en sorte il aurait un peu cherché. Oui, ou que ce serait moins grave, parce qu'en fait, et c'est là où l'extrême gauche en tout cas est forte, c'est qu'elle impose un récit sur le fait qu'un bon fasciste est un fasciste mort. Pour eux, le fascisme commence très tôt, parfois même Raphaël Glucksmann est traité de facho, hein, voilà. Et à partir de là, ils valident complètement ça. Et donc, quand c'est des personnalités de droite qui sont violentées, mais même le Rassemblement National, ce qui arrive au Rassemblement National depuis des années est un scandale absolu, et pourtant ne fait pas beaucoup frémir en fait. Je ressens pas énormément de compassion de la part de toute la classe politique quand on a des députés du Rassemblement National qui sont pris à partie, quand on a leurs meetings qui sont interrompus, quand on leur lance des projectiles sur eux. Je rappelle que Marine Le Pen a essuyé quand même un attentat dans son enfance. Ouais. Et bien malgré tout ça, il y a toujours eu une forme de lâcheté de la part d'un certain nombre de médias et d'un certain nombre de personnalités politiques parce qu'en fait c'est l'extrême droite. Et en fait, si vous voulez, parce qu'en fait c'est l'extrême droite qui a toujours adouci le fait qui rend qu'aujourd'hui un assassinat était possible et qu'il a failli être traité comme un fait divers. Au vu des résultats électoraux, on voit bien que le peuple français réagit en conscience. Hein. La démocratie est là et les gens apprécient ce que vous venez de dénoncer. Au moment de voter, les gens en tiennent compte. Vous appelez quand même quelque part à l'apaisement et à ce qu'on retrouve, alors que vous êtes pour la confrontation, j'allais dire légale, pour le débat, pour le dialogue, voilà. Et je pense que vous appelez à l'apaisement de la part et d'autre, qu'il n'y ait pas de pas tomber dans le piège. Peut-être que justement la jeune garde espérait qu'il y ait une réaction contraire. Je pense que la jeune garde espère. Je pense que la stratégie de la France insoumise est aussi d'enflammer, de mettre le feu aux poudres pour que en face il y ait un marginal d'ultra droite qui s'en prenne à quelqu'un de gauche et qu'ensuite Jean-Luc Mélenchon puisse se victimiser en disant non, regardez, en fait il nous persécute depuis des années et c'est pour ça que parfois on est obligé de se défendre. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train d'expliquer un certain nombre de députés de la France insoumise qui expliquent que parce qu'à Lyon il y a un climat d'insécurité lié à l'extrême droite, et ben ils ont organisé l'autodéfense populaire. Mais sauf que ça marche pas comme ça et que deuxièmement, moi je sais qu'il existe des groupes Telegram, des vidéos, des comptes Twitter qui répertorient toutes les violences dont les antifascistes sont très fiers parce qu'ils filment leurs victimes. Et aujourd'hui, il y a une vidéo, et je vous le dis, qui a été filmée de Quentin, très près, en train de se faire défoncer, de se faire tuer. Et je regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait pas eu d'interpellation plus tôt, parce que cette vidéo n'existe peut-être plus. Merci Alice Cordier d'avoir témoigné sur l'antenne de Sud Radio. Bien entendu, on reste en contact avec vous s'il y avait d'autres informations à tirer. Vous restez avec nous, on va recevoir Lucas Reski. Est-ce qu'on peut passer de droite à gauche ou de gauche à droite et surtout de gauche à droite sans se faire montrer du doigt, se faire insulter? Ça sera un débat passionnant et vous nous appelez au 0826 300 300. Emmanuel Galasso attend votre appel. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Face à face, j'allais dire, échange pertinent entre Lucas Reski que je reçois et moi-même. Lucas Reski, je dis tout simplement qu'il est le fils de Benoît Reski, qui fut un très grand journaliste que j'ai côtoyé au Matin de Paris, à l'événement de jeudi sous l'autorité de Jean-François Kahn. Un libre penseur absolu, d'une insolence terrible, mal pensant autant qu'on en peut et politiquement très incorrect, qui n'a jamais hésité au nom de la liberté d'expression, qui est un peu le thème dont on va débattre aujourd'hui, à dire ce qu'il croyait, ce qu'il pensait et à l'assumer. Lucas Reski, vous avez publié aux éditions du Cher, chez ce cher Jean-François Colossimo, qui ne rate jamais une occasion d'enrichir le débat d'idées français de gauche à droite. Voilà, vous analysez ce phénomène quand on est à gauche et puis on passe à droite. Alors, est-ce que c'est vraiment ne plus être de gauche lorsqu'on passe à droite? Est-ce que tous les gens de gauche sont vraiment à gauche? Et est-ce que tous les gens dits de droite sont vraiment de droite? Et puis je faisais, en vous recevant tout à l'heure, je faisais allusion à ce grand travail de mon maître Jean-François Kahn, qui était l'incroyable, l'extraordinaire métamorphose, qui est très rare. Victor Hugo était passé, lui, de droite à gauche. Il avait commencé à la droite vraiment monarchiste, et puis il avait fini dans cette gauche presque révolutionnaire. Et Jean-François Kahn disait, ce parcours-là est très rare. La logique, c'est plutôt que, avec l'âge, l'expérience, le sens du réel, on passe de l'idéalisme de gauche au réalisme de droite. Vous, d'abord, est-ce que vous êtes
passer d'un côté à l'autre? Est-ce que vous estimez que vous avez fait une évolution idéologique qui permettrait de dire que vous n'êtes plus ce que vous étiez il y a 10 ans et ce que vous êtes aujourd'hui? C'est plutôt les autres qui pensent que j'ai eu une évolution idéologique. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup changé, notamment dans mes réflexions les plus essentielles, les plus fondatrices sur la gauche. En revanche, c'est vrai que voilà, on m'accuse beaucoup de ça. On a beaucoup accusé mon père. C'est de là d'où vient la réflexion. Quand il est mort, j'ai voulu savoir de quoi j'héritais. Et de quoi lui avait hérité, dans un sens. On sent bien que votre livre, c'est une plaidoirie à la mémoire de Benoît Reski. Absolument. Il se défendait très bien, hein. Oui. Et puis il avait aucun scrupule, il avait rien à prouver. Sa vie prouvait qu'il était insoupçonnable d'une dérive, j'allais dire, nauséabonde. Il n'était pas passé du côté noir de la force, pour utiliser. Mais là, vous, en tant que fils, vous avez envie de prolonger ce témoignage et de dire, arrêtons peut-être de caricaturer les choses, l'histoire. Oui, c'est-à-dire que c'est pas pour le réhabiliter, parce que comme vous dites, il se défendait très bien et il en avait pas besoin. C'est plus sur une idée de ce que justement lui m'a transmis et de ce que je juge qu'il m'a transmis par rapport à l'idée de la gauche, celle qui est justement tant remise en question, lui était remis en question, moi je suis remis en question par des gens de ma génération, et j'ai voulu justement m'intéresser plus au passage de gauche à droite, parce que lui justement ne disait qu'il n'était pas passé de gauche à droite, c'est à l'accusation. Tu es passé à droite. La laïcité, c'est devenu de droite. Voilà. Tel concept est devenu de droite. La République, la patrie, la nation. Même les fondements les plus essentiels de la gauche, c'est-à-dire que même le social, pour certains, c'est devenu de droite, c'est devenu dérisoire, c'est devenu secondaire. Tout ce qu'on a abandonné au Front National, et qui aujourd'hui fait que ce parti est en train de ramasser des scores parce que les gens s'y retrouvent sur des valeurs qui étaient autrefois de gauche. C'est un vrai dilemme, c'est une tragédie même politiquement. C'est une tragédie et en plus de ça, c'est surtout que la gauche a abandonné le social au profit du sociétal. Ah oui. C'est-à-dire que les jeunes, parce que voilà, dans le cadre de mon livre, j'ai voulu discuter avec ces jeunes que je connais par cœur, parce que c'est mes amis, j'ai grandi avec eux. Alors je précise, chapitre 7, et ensuite il y a les questions et les réponses. Vous les avez compilées dans un lexique à la fin. Absolument. Les réponses des jeunes proches de la France insoumise sur ce qu'est de gauche, pas de gauche, les définitions qu'ils donnent. Il y a des réponses auxquelles on pourrait presque adhérer, et d'autres qui font froid dans le dos. Oui, parce que c'est-à-dire que je pars du principe que tout n'est pas à jeter, parce que c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ce qu'on appelle le wokisme, l'ultra-gauche, ça a différents noms, mais on sait tous ce que ça signifie. Moi, je veux dire, ça remonte il y a très longtemps, j'étais très jeune, et au début, non seulement j'avais rien contre, mais je trouvais qu'il y avait certaines réflexions qui étaient larges et qui étaient intéressantes. Au fil du temps, c'est devenu ce que j'appelle un effet d'entonnoir, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une idée d'une lutte large et universaliste d'ailleurs, et au fil du temps, ça s'est resserré vers quelque chose de très précis, très niche, avec une obsession du micro-préjudice, on a dit de la micro-agression, et dans cet effet d'entonnoir, il y a énormément de choses qui se sont perdues en cours de route. Et moi, j'analyse cela. C'est pour ça que voilà, d'abord, j'ai voulu interviewer ces jeunes, parce que comme je vous le dis, je suis plus trop en contact avec eux depuis un moment. Parce que vous avez quel âge, Lucas Reski? Moi, j'ai 29 ans. 29 ans. J'ai 29 ans. Alors, je suis un peu à la fin de la génération Z. Ah, vous êtes encore dans la jeunesse. Voilà. Vous êtes pas encore trentenaire. Vous le serez l'année prochaine. Vous êtes vingtenaire, si l'expression n'explique pas. Voilà, on va dire ça. Enfin, vous êtes jeune avec déjà beaucoup d'expérience et puis des convictions assez fortes. Oui, pour le coup, que je pense avoir hérité de mon père, de ma mère, et comme je le répète, non seulement elles n'ont pas changé, mais j'ai surtout le sentiment que c'est pour les autres qu'elles ont changé. Parlez de votre maman. Oui, elle a aussi participé à votre culture politique, à votre prise de conscience sur ces enjeux-là? Oui, d'une manière différente que mon père, mais elle y a participé. Parce que c'est-à-dire que mon père, il y avait beaucoup l'héritage du communisme quand même. Parce bien sûr. Mon père, il était très attaché à la couleur communiste, aux chansons communistes, Il a été un vrai marxiste au sens littéral du terme. Oui. Il croyait. Voilà. Alors, ensuite, il a évolué. Alors, il était attaché, mais quand même détaché de l'idéologie. C'est-à-dire que mon père, il avait quand même fait sa cure de désintox du communisme. Il avait vécu une époque où on pouvait l'être, à l'époque où il fallait l'être d'ailleurs. Sans ça, il y a aussi cette période où si on n'était pas au Parti communiste, on était forcément à droite. On était ringard ou réac. Voilà. Non, mais il a tout connu, il a tout décrypté. Il s'en est jamais caché. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire le contraire aujourd'hui, c'est lorsqu'on évolue vers, j'allais dire peut-être le sens de la raison, le sens du réel, on est tout de suite soupçonné de déviationnisme. Alors pas déviationnisme bourgeois, mais presque déviationnisme réactionnaire. Alors ce qui est pire, c'est que c'est même pas quand on change d'avis ou quand on a un avis, parce qu'on peut être en désaccord avec quelqu'un et ça peut absolument exaspérer la personne qui juge qu'on a changé de camp. Moi, ce que je trouve plus grave et plus inquiétant et qui est vraiment très présent dans ma génération, c'est que c'est même plus le désaccord qui pose problème, c'est le fait de poser une question, le fait de s'interroger.
de douter, et ça paraît tout de suite suspect. C'est-à-dire que le simple fait de questionner le camp, ou de juste s'en éloigner un peu, c'est tout de suite vécu comme une trahison. Et ça, pour le coup, mon père, il l'a vite payé, parce que lui, justement, il avait une sorte... Vous parlez de maturité. Pour moi, quitter l'enfance politique, c'est pas forcément renoncer à ses idéaux, aussi enfantins soient-ils, c'est surtout gagner en lucidité sur ses idéaux et sur son camp. Être capable de le critiquer, être capable de s'interroger. Je vois qu'avec l'actualité récente, je vois qu'il n'y a pas du tout cette capacité à s'interroger. Bien au contraire. Qu'est-ce que vous inspire d'ailleurs la tragédie qu'on vient de vivre? Alors, des groupes extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Alors, on dit le mot fascisme ici, le fascisme tue pas, la police tue. Total, il y en a un qui est resté sur le carreau, qui s'appelle, à 23 ans, qui s'appelle Quentin Durand. Vous estimez que c'est un débat gauche-droite, ça, ou qu'on est très très loin d'un débat gauche-droite tel qu'on l'a connu autrefois sur des vraies confrontations d'idées? Alors, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que pour moi, peut-être que c'est une nostalgie, mais pour moi, le débat gauche-droite, c'est quand même quelque chose de plus élevé que ça. C'est quelque chose où il y a une base, je le dis dans mon livre, où pour moi il y avait peut-être que c'est quelque chose que je fantasme par ailleurs. Il y a eu quelques beaux échanges dans l'histoire entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. Absolument. Et Camus et Mauriac, on était. Absolument. Et tout simplement, ce que je décris, c'est que quand j'étais jeune, comme vous le dites, mon père était journaliste, il recevait beaucoup de gens à la maison, plein de gens qui n'étaient pas d'accord. Mais il recevait tout le monde. Et il parlait à tout le monde. J'en témoigne. Et il parlait gentiment. Je me souviens des confrontations avec des gens qui étaient à l'ENA, il en parlait gentiment, presque de façon pédagogique, et puis ensuite, advienne que pourra. Il avait beaucoup de tendresse, parfois il avait presque plus de tendresse pour ses adversaires que pour ses amis. Et je n'ai jamais entendu, peut-être qu'en privé, dire con, salaud. Il était toujours dans l'argument vraiment politique. Jamais. Ensuite, je peux vous l'assurer, c'est pas des choses qu'il pensait. Mon père, il était contre la haine. En 2007, il a écrit un livre sur Sarkozy. Il ne supportait pas que son camp, que le camp de la gauche, déverse sa haine comme ça. Et pourtant, il n'était pas très fan de Sarko. Il aimait pas le lynchage, tout simplement. Et voilà, il ne supportait pas ça. Et aujourd'hui, il serait dingue de voir ce jeune frappé à terre avec il faut le dire, un coup de pied qui lui est porté au visage, qui est vraiment un coup de pied pour tuer. Il ne supportait pas cette haine, et je ne la supporte pas non plus. Et même les altercations à l'Assemblée, s'il les voyait aujourd'hui, je pense que ça le révolterait, la violence de ton. Ça le consternait. Mais il ne supportait pas ça, et donc moi d'abord ce que je vois dans cette séquence, c'est la haine, et ce que je vois de pire, parce qu'en fait le forum de jeunes LFistes que je décris dans mon livre, j'ai développé une petite addiction, j'y vais régulièrement pour voir ce qu'ils disent sur l'actualité, parce que c'est quand même des gens cultivés avec une certaine manière de penser. Ils vous accueillent, ils échangent avec vous quand vous êtes là. Non. C'est-à-dire que dans le cadre de mon livre, j'ai quand même un petit peu caché ce que je faisais. Parce que si je leur avais dit texto quel était l'objet du livre, avec notamment une critique, ça aurait bloqué. Ça aurait bloqué. Et le questionnaire qui est en annexe de mon livre que j'ai publié sur le forum est très orienté, et je leur ai plus ou moins fait croire que c'était quelque chose qui allait dans leur sens. Si j'avais voulu discuter avec eux, ça aurait été impossible. J'ai vu des gens se faire bannir en direct sur le forum. Bien sûr. Donc mais moi, ce que je voulais juste dire sur Quentin, c'est cette indifférence, ou parfois une forme de jubilation. C'est-à-dire que tout à l'heure, je voyais un article du Monde qui rappelait qui était Quentin, quelle était son identité, et notamment dans quel camp il était, parce que ça c'est une vérité. Et je vois dans les commentaires des gens qui jubilent presque, qui disent c'est bon, il était d'extrême droite. Un de moins. Presque. Je suis avec Lucas Reski, auteur de gauche à droite, un décryptage de ce mouvement de la pensée, cette évolution idéologique qu'on peut avoir publié aux éditions du Cerf. Vous nous appelez parce que je suis persuadé, auditeur de Sud Radio, est-ce que vous avez été de gauche, est-ce que vous êtes passé à droite, est-ce que vous avez été de droite, vous êtes revenu à gauche? Qu'est-ce que pour vous l'extrême gauche? Qu'est-ce que l'extrême droite? Est-ce que vous avez rencontré le fascisme? Est-ce que vous avez rencontré le trotskisme? Enfin, toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui et qui prennent aujourd'hui des proportions politiques, voire des situations tragiques. On attend votre appel au 0826 300 300. Emmanuel Galassos se fera un plaisir de nous les transmettre, et je sais que Lucas Reski aura la bonne réponse judicieuse et pertinente à vous apporter. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h. Sud Radio. La France dans tous ses états. Perico Légas. Je reçois Lucas Reski, auteur de gauche à droite aux éditions du Cerf. C'est un vrai traité politique. Alors ça tombe pile poil avec l'actualité, non seulement l'actualité tragique que nous vivons avec cet assassinat, cette mort on verra si c'est un assassinat. Faut pas préjuger avant que les tribunaux aient décidé de Quentin Durand. Et puis surtout le débat qui, on peut le dire, Lucas Reski, qui empoisonne la vie politique française, ces anathèmes, ces opprobles que l'on jette, y compris
compris dans le camp de gauche. Alors oui, le Parti socialiste, la social-démocratie a beaucoup évolué par rapport à ce qu'elle pouvait être sous Léon Blum ou sous Jean Jaurès ou même sous Manuel France. Et puis aujourd'hui, on est dans une confrontation idéologique assez violente entre le camp des convictions que vous représentez ici et celui des certitudes où on n'écoute rien d'autre que ce en quoi on croit. Dans votre premier chapitre, clarification lexicale, vous parlez de votre génération. Elle dit quoi, votre génération, dans le positionnement de gauche? Vous êtes né dans quelle gauche, votre génération? Je suis né dans ce qu'on a appelé la génération Z, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ce que je... Ça, vous l'assumez, il n'y a pas de problème. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune honte à avoir de sa modernité. Enfin, je veux dire, il y a un moment où c'est quand même normal que les générations soient différentes de la précédente. Moi, ce qui me gêne particulièrement dans la mienne, et c'est en ça que je définis ce que j'appelle du wokisme, parce que je n'avais pas d'autres mots pour la définir, c'est... l'annihilation de toute possibilité de réflexion au sein du groupe. En plus, moi, je suis quelqu'un d'un peu peureux, c'est-à-dire que 10 personnes, pour moi, c'est déjà une meute. Donc, je me suis pas senti... On n'est que deux, là, ça vous va pour l'instant? Entre nous, ça va. Non, je vous organiserai un meeting un jour, si vous voulez, avec à Trocadéro, on verra. Je serais terrorisé. C'est-à-dire que 10 personnes qui sont d'accord, qui ont le même catéchisme, pour moi, c'est déjà une meute. Donc, c'est-à-dire que quand, à 16 ans, moi, je situe ça au moment, je sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Leonarda, sous François Hollande. Très bien. Il y a eu des manifs étudiantes, comme il y en a toujours eu, et sauf que ce que j'ai vraiment senti et qui n'existait pas avant, c'était l'incapacité de réflexion. C'est-à-dire, il y avait une doctrine à suivre et c'était impossible de s'en détacher. Et c'est là que moi, j'ai commencé à avoir une divergence avec ce que j'appelle ce mouvement de pensée. Parce que même s'il a aucune incarnation... C'est quoi le wokisme? On l'entend sous toutes les sauces. Pour vous, comment vous le vivez, le wokisme? C'est un résumé, c'est un raccourci, c'est une facilité? Alors, d'abord, c'est un récit qui vient des États-Unis. Ensuite, je pense qu'il a été adapté aux questions françaises, notamment sur la laïcité, notamment sur une histoire qu'on peut avoir avec certains pays, l'Algérie, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est devenu français. Et moi, comment je le définis, notamment dans mon livre, pour moi, c'est des idéaux de gauche qui ont mal été transmis par la génération précédente qui a ses responsabilités et qui ont ensuite été tordus et parfois même retournés. Contre les gens qui avaient tenté de le transmettre, notamment la laïcité et le féminisme. Je pense que c'est des concepts qui ont été très mal expliqués, qui ont été présentés comme des évidences à ma génération. On leur a juste dit sois féministe, ne sois pas raciste. C'est des choses qui, quand elles sont balancées comme ça, sans philosophie, sans portée historique, ça ne veut rien dire. Vous le dites dans votre livre, je vais vous le faire dire à vous. Ça sert qui d'avoir tordu la laïcité, le féminisme, de les avoir récupérés sur d'autres? À qui profite cette déviation? Ça sert d'abord l'extrême gauche. Ça sert d'abord Jean-Luc Mélenchon qui a su récupérer ces jeunes, qui a su devenir leur papa parce qu'il n'en avait pas. Vous le regrettez, hein, parce que vous reconnaissez que c'est quelqu'un qui a eu un rôle important dans la nouvelle gauche française. Non seulement je le regrette, mais j'en veux aux gens qui se sont laissés dévorer par lui. Parce que je veux dire, là, on en est arrivé à un point entre les alliances, les compromissions, où vraiment, je le décris comme ça dans mon livre, l'ogre Mélenchon a complètement bouffé la gauche. Qu'il n'a pas toujours été. Vous reconnaissez qu'à un moment donné, il a porté une gauche républicaine moderne, audible, et tout d'un coup, il bascule. Alors moi, quand j'étais jeune, j'entendais pas tant parler de lui que ça. Je préfère le dire parce que je vois les gens le décrire comme une grande figure de gauche. Pour moi, ça n'en a pas spécialement été une. Et c'est vrai que quand je vois ces extraits vidéo où on découvre un Jean-Luc Mélenchon très laïcard et tout, je dois vous dire que je suis assez consterné. Mais il dit lui-même qu'il s'est trompé. On reprend des passages où il est normalement on n'est pas couché, oui, où il défend la laïcité mort corps et âme, à bec et ongle, en disant que toute personne qui conteste la laïcité est plus ou moins un pro-fasciste, et il dit on a le droit de se tromper, c'était une erreur d'analyse. Là, voilà quelqu'un qui a vraiment changé et qui a vraiment renié ses idéaux. C'est-à-dire que, moi, j'ai jamais changé sur ces questions. Lui, apparemment, oui. On a Claude Lucareschi, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Bonjour et merci Perico Légas et bravo pour l'invitation de Lucareschi. Moi, je voulais simplement ajouter à tout ce qu'il a dit. D'abord, je lirai son livre, je vais l'acheter, je le lirai parce que moi, je me souviens du livre de son père pour Sarkozy, l'homme que vous aimez haïr.
Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, non pas son cheminement, mais l'explication de l'état de sa pensée, pour moi, c'est une illustration, mais par le haut, de la phrase qui dit toujours, si à 18 ans, t'es pas de gauche, c'est que t'as pas de cœur, et si à 50 ans, tu l'es toujours, c'est que t'as pas de cerveau. Ben, je veux dire, lui, il a un cerveau, et son père en avait un, et je le félicite. Claude Lucareschi me citait la phrase avant de prendre l'antenne. C'est incroyable comment les grands esprits se rencontrent. Alors vous vivez la situation actuelle comment? Dites-nous, vous avez plutôt été de gauche, je pense, ou pas forcément? Non, oui, moi mes parents étaient communistes, donc je suis né dans un berceau de gauche, mais j'ai fait des études d'ingénieur très matérielles et très très physiques, très scientifiques, très autres, et donc assez vite quand même je me suis aperçu que derrière tout ça, dès que les premières contestations sont sorties de l'Union soviétique, pour moi la gauche m'a quitté, et effectivement je me suis engagé, moi j'ai fait les campagnes de Sarkozy, etc. Donc si on appelle ça être de droite, oui je suis de droite, mais j'en ai pas honte et ça me va bien. Mais vous auriez pu être un bon électeur et un bon militant de gauche si c'était resté plus conforme à vos valeurs, si je crois comprendre. C'est-à-dire que oui, mais si vous voulez, moi j'ai été quand même dans le culte de l'effort parce que mes congénères, en fait, c'est ceux qui ont bâti le viaduc de Millau, c'est des gens comme ça, des travailleurs. Et donc, moi, si vous voulez, il n'y a pas d'égalité dans la nature. Et moi, ce qui me gêne sur la gauche, dans la gauche, c'est la prééminence qu'on donne à l'égalité. Moi, je suis pour l'égalité des chances, mais pas l'égalité des résultats. Il y a une obligation de moyens, mais il n'y a pas d'obligation de résultats pour l'égalité. Les choses sont claires. C'est bien dit, Claude Lucareschi. Est-ce que cette vision du monde explique aujourd'hui qu'il y a des gens de gauche qui se sentent plus à gauche et qui sont malheureux? Absolument, parce que ce que dit monsieur, c'est que s'il a quitté il dit pas qu'il a quitté la gauche, il dit c'est la gauche qui m'a quitté. Il est né à gauche et c'est la gauche qui vous a quitté. C'est ça. Et donc je pense que c'est encore une fois une question de repères. De valeurs, parfois même de figures de la gauche qui ne se transmettent pas, et à chaque fois sont dilués dans le temps et se perdent complètement. Et donc, je veux dire, vu les valeurs que vous prenez, monsieur, ça m'étonne pas que vous ne les retrouviez plus dans la gauche et que du coup vous ne vous retrouviez plus. Et ça, et justement ce passage, c'est comme ça dont il est question, ce passage d'une gauche dite classique, dite traditionnelle, à une droite un peu plus républicaine, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Moi, je connais beaucoup d'électeurs de gauche qui sont très intéressés par Retailleau. Pas parce que c'est forcément leur tasse de thé de base, mais surtout parce qu'ils ne se retrouvent plus à gauche et qu'ils se sentent orphelins de ça. Et que les principes républicains auxquels ils sont attachés, ils les retrouvent plus que dans le camp inverse. Alors, il y a un tournant dans l'histoire de la gauche social-démocrate française. C'est cette analyse de Terra Nova. Vous en parlez d'ailleurs. Et tout d'un coup, Terra Nova. Je vais résumer brutalement. Vous allez me rectifier, Lucas Reschi. Terra Nova dit le peuple commence à mal voter. C'était les premiers résultats de ces masses prolétariennes qui allaient vers Jean-Marie Le Pen, puisque leur souffrance, leur détresse était plus entendue à leur idée par le Front National que par les partis de gauche. Et donc, comme on va remplacer le peuple par un autre peuple, et donc il faut aller sur d'autres paramètres, peut-être l'immigration, le féminisme, avec une variante incroyable qui est presque l'animalisme, c'est-à-dire que le nouveau prolétariat, c'est la cause animale. Le peuple français vote mal, il est fascisé quelque part, il est en l'égarement total, et les valeurs de gauche doivent être défendues définitivement sur des bases sociétales. Ça, c'est un accident de l'histoire qui est prégnant pour vous, non? C'est plus qu'un accident, c'est vraiment... pour le coup, je pense que ce genre de discours, c'est vraiment quelque chose qui vise, je sais pas quel est le but de Jean-Luc Mélenchon, mais qui en tout cas abîme la gauche de manière... Il porte ce discours, vous estimez ou non, aujourd'hui, lui? Oui, Jean-Luc Mélenchon... Il va même jusqu'au voile. Le voile est un signe de prolétariat qu'il faut défendre, d'une classe opprimée, et que le combat de gauche aujourd'hui, ça serait de défendre les gens qui portent le voile. C'est ça, et surtout qu'avant d'avoir trouvé des nouveaux damnés et des nouveaux opprimés, Jean-Luc Mélenchon, il y a surtout énormément de mépris pour des gens qu'il aurait dû défendre. Je le cite dans mon livre, c'est ce que François Ruffin rapporte, c'est pas de moi. Il dit, voilà, Jean-Luc Mélenchon, il dit que les habitants d'Hénin-Beaumont sont obèses et sont des alcooliques et qu'il faut s'en foutre. Donc déjà, il y a un énorme mépris pour des gens qui étaient normalement, qui attendaient des choses de la gauche, qui ont pu attendre des choses de la France insoumise, parce qu'encore une fois, Jean-Luc Mélenchon... S'il a vraiment dit ça, et visiblement il l'a dit, c'est terrifiant. Mais écoutez, ça fait un moment que c'est sorti.
Il a jamais nié avoir dit ça, et comment dire, et je pense qu'on peut faire confiance à François Ruffin sur la question. François Ruffin, il l'a dit lui-même quand il était encore plus ou moins allié à Jean-Luc Mélenchon. Quand il allait faire campagne, il montrait pas la photo de Jean-Luc Mélenchon parce que c'est devenu un repoussoir, et que ces gens-là savent que Mélenchon les déteste et les méprise. Et donc moi je trouve que d'abord il y a cette phrase terrible qui abîme la gauche, et ensuite effectivement on peut se soucier de certains combats, on peut se soucier des gens en banlieue, mais en faire absolument les nouveaux opprimés, et surtout au-dessus de tout, parce que c'est aussi ça que je dis, c'est qu'on a beaucoup parlé d'intersectionnalité. Jean-Luc Mélenchon ne prononce pas ce mot, mais voilà, les jeunes parlent beaucoup d'intersectionnalité. C'était censé être une espèce de nouveau universalisme, de convergence des luttes. Ça s'est avéré être une hiérarchie des luttes, avec effectivement en premier, en haut de la pyramide, cette idée que le vote musulman, le vote en banlieue, sont les nouveaux damnés de la terre et qu'il faut les défendre à tout prix. Vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous avez peur d'extrême droite, vous avez peur d'extrême gauche. Il faut dénoncer aujourd'hui cette fracture sociale, idéologique qui divise le pays. Où sont les ennemis de la République, de la liberté, de la laïcité? Est-ce qu'ils sont à l'extrême gauche, à l'extrême droite? Est-ce qu'ils sont à droite ou à gauche? Vous voyez, je vous fais toutes les options, auditeurs et auditrices de Sud Radio. Appelez-nous, parce que je suis persuadé que vous avez non seulement des questions à poser, mais une analyse pertinente à nous soumettre. Emmanuel Galasso attend votre appel au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Zeta, Perico Légas. Je reçois Benoît Reski, auteur de Gauche Lucas, à droite. Je suis le fils de Benoît. J'étais sûr que j'allais la faire. Excuse-moi Lucas, voilà, j'étais sûr que j'allais la faire parce que j'ai quand même tellement votre papa en tête. Donc Lucas Reski, de Gauche à droite, un décryptage passionnant, précis et pointu de l'évolution idéologique d'un être humain qui passe de gauche à droite. Et est-il vraiment passé de gauche à droite? Et j'allais vous poser la question, Lucas. Le terme socio-traître existe depuis les années 20, depuis les années 30. Les socialistes sont toujours accusés, de collaborer avec le capitalisme, alors qu'il y avait que les marxistes communistes qui tenaient la doxa. Les socio-traîtres, ils n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui. Alors, dans la tête de la France insoumise, il n'y a plus que ça. Le terme de trahison, aujourd'hui, commence où, à gauche? À partir de quand on trahit les idéaux de gauche quand on se dit soi-même de gauche? C'est une bonne question, parce que comme vous avez dit, d'abord, c'est une espèce de mantra, de tactique politique. On cherche toujours des traîtres, même à droite, d'une certaine manière. Aujourd'hui, non seulement il revêt un sens beaucoup plus simpliste, mais en plus c'est-à-dire que ça s'est inséminé dans les relations des gens de gauche entre eux. C'est plus seulement quelque chose de militant, c'est même c'est quelque chose on dit à son ami, on dit à son amoureux que c'est un traître. Et aujourd'hui, ça revêt plus quelque chose de moral que tactique à l'époque. C'est-à-dire qu'on a un traître. On a un traître parce qu'on a un avis divergent, on a un traître parce qu'on se pose des questions sur le 7 octobre, on a un traître parce que il y a 10 000 raisons d'être un traître. Et pour vous parler du Parti Socialiste, c'est vrai que le Parti Socialiste c'est devenu l'allégorie de ça pour eux. Parfois il y a des raisons, c'est-à-dire que par exemple sur leurs alliances avec Macron, c'est des choses qui peuvent s'expliquer. Est-ce qu'on a droit au pragmatisme pour l'intérêt collectif? Est-ce que pour le bien général d'un pays comme la République française, on a le droit de temps en temps de faire une entorse ou une concession à ses valeurs pour qu'il y ait une cohésion qui fasse du bien au pays? Est-ce que ce discours est audible? Non, pas du tout. Non. Parce que douter, c'est déjà une défaite pour eux. Alors, ça, c'est Lucas Reski qui parle, ou c'est l'intégriste de gauche qui pourrait être? Vous voyez, c'est ça. Quand je vous dis ça, vous êtes d'accord avec cette idée qu'on peut, à un moment donné, par pragmatisme politique, faire une concession je pense dans un consensus, évident, sans trahir, et vous me dites, pour les gens de gauche, non, dès qu'on commence à envisager cette idée, la trahison a déjà commencé. Moi, je pense qu'il faut cette lucidité, avant de pouvoir discuter, éventuellement critiquer les autres camps, il faut d'abord la lucidité sur soi-même. Sans perdre son âme pour autant, parce qu'on peut aller très loin aussi dans cette évolution, et François Hollande, il est quand même allé très 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 loin, il reste plus beaucoup de gauche. Oui, mais oui. Mais je trouve pas que ça justifie le terme de traître. Vous savez, c'est quand même un mot fort. C'est les promesses brisées, etc. Je trouve ça très fort. Mais mais d'ailleurs, si les jeunes dont je parle avaient des propos plus mesurés sur Hollande, j'y trouverais aucun problème. Dire que c'est un traître et que Hollande est d'extrême droite, ça me paraît largement exagéré, et ça montre encore qu'il n'y a aucun repère. Moi, puisque vous citez le Parti Socialiste, ça m'a quand même marqué l'été dernier aux universités d'été de LFI,
les Amphis, lors d'un débat entre Manuel Bompard et Charles Consigny. Il y a un moment le PS qui est mentionné et toute l'Assemblée, les jeunes crient en chœur tout le monde déteste le PS. Avec la même force et la même musique qu'on chantait tout le monde déteste, la jeunesse emmerde le Front National, fut un temps. Donc le Parti Socialiste a vraiment cristallisé cette idée du socio-traître. Pourquoi ? D'abord parce que en 2017, c'était un peu la première fois que des gens de ma génération pouvaient voter. Il y avait une grande excitation. Et je sais que ça revient beaucoup dans le livre, les gens en veulent à la génération qui avait déjà élu Hollande, d'avoir en plus élu Emmanuel Macron. C'est-à-dire que pour eux, il y a une continuité. Et cette continuité, elle représente la gauche qui dise bourgeoise, la gauche qui s'est trompée, la gauche ringarde, et effectivement, la gauche qui a trahi en s'alliant avec le pouvoir, la gauche qui a trahi sur les questions de féminisme, la gauche qui a trahi selon eux en étant soutien d'Israël, etc. Ça, c'est le discours que vous mettez, enfin, qui est celui de la gauche, dont vous ne partagez pas les valeurs. Non, absolument pas. Sauf que, Lucas, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes un homme de gauche. Votre sensibilité, elle serait plutôt sur un petit peu anarcho-libertaire, non ? J'allais dire une vraie gauche à la Michel Onfray. Hein ? Je vous compare pas à Michel Onfray, mais je dis que vous ne vous reconnaissez pas. Aujourd'hui, je dis que je me reconnais dans mon père. C'est vraiment ce que je me suis rendu compte. En tout cas, pas dans la social-démocratie de ce qu'elle est devenue, ni dans le Parti communiste légitime. Et Fabien Roussel et François Ruffin sont des gens parfaitement respectables, dans lesquels beaucoup de gens de gauche, finalement, aujourd'hui, se reconnaissent. Non, je vous demande, qu'est-ce qui s'est passé entre 1981, la victoire de Jospin en 97, la victoire de Hollande, et les 1,72% d'Anne Hidalgo à l'élection présidentielle? Où est-ce qu'il est passé ce peuple? Où est-ce qu'il est passé? Alors, d'abord, il faut le dire, parce que même si j'ai tendance dans mon livre à un peu défendre le Parti Socialiste et certains de ses députés... Et vous le faites très bien, parce qu'il mérite d'être défendu. Alors, mais il est arrivé... Je le fais un peu à contre-cœur. Je parle de la valeur, socialiste française. Voilà. Oui, mais alors le fait de vraiment devoir défendre le Parti Socialiste comme je le fais, parce que notamment sur le forum, on lit des horreurs et des inepties là-dessus, je le fais un peu avec amertume et à contre-cœur, parce qu'il faut dire, et ça mon père l'avait vite identifié, que c'est quand même un parti qui a produit du vide depuis plus de 20... Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis né, depuis que je suis enfant, c'est un parti qui n'a produit que du vide. Et je veux dire, vous avez cité Hidalgo, les derniers candidats... C'est un extrême, Hidalgo. T'es très loin dans le vide, là. On est au-dessous du niveau du vide. Oui, ça a été la candidate... Alors qu'on a eu des grands leaders. Ça a été la candidate du Parti Socialiste. Oui. Et le précédent, c'était Benoît Hamon. Oui. Et d'ailleurs, il y a eu qu'à voir le résultat, c'est que tous les électeurs de gauche du Parti Socialiste, ils n'ont pas voté pour Benoît Hamon premier tour, ils ont voté pour Macron. Oui. Macron, il s'est fait élire par la gauche socialiste. Tout à fait. Et ça, d'ailleurs, c'est un reproche. Il a même dit qu'il leur était redevable, vous vous souvenez? Oui, et il leur a pas donné grand-chose. Il va le payer. Il le paye. Voilà, il le paye et lui s'en est bien sorti. Mais ce qui s'est passé, je veux dire, j'ai pas toutes les clés, mais ce que moi, au moins, je vois et que je sens depuis vraiment que je suis gamin, c'est un vide de la gauche. Et donc, c'est pas pour rien que Mélenchon a réussi à combler ce vide. C'est bien parce qu'il y en avait un. Et vous le dites parfois dans mon annexe, dans les jeunes, ce qu'ils disent, les critiques qu'ils font sur la gauche. Mais ils ont raison aussi parfois. C'est vrai que c'est une gauche qui a produit du vide, qui n'a pas abandonné le social dans son discours, mais qui politiquement l'a abandonné aussi. Je veux dire, les gens qui ont envoyé les ouvriers vers le RN, c'est aussi le Parti Socialiste. Ça, vous dites que c'est un constat précis. Oui. On a jeté dans les bras du Rassemblement National, du Le Penisme, une partie de la gauche prolétarienne qui ne se reconnaissait plus dans le discours de la gauche. Absolument. Et qui se semblait être entendue par le discours de Le Pen le soir du premier tour de 2002, quand il dit vous, les petits, les sans grade, les exclus. Eh ben, le peuple de gauche se reconnaît dans ce discours-là. Et pas dans celui de Jospin. C'est ça. Oui, absolument. Le programme n'est pas socialiste. L'État ne peut pas tout. Oui, mais ça, c'était en plus typiquement mon père, c'est ce qu'il disait. Il le disait sans mépris, il le disait avec beaucoup de tendresse. Il a eu le souci jusqu'au dernier instant de sa vie de ce qu'il appelait les petites gens, les gens de peu. Et ça, lui, ne le retrouvait plus à gauche depuis bien longtemps, depuis plus de 20 ans. Et pourtant, Mélenchon les insulte, et les électeurs d'Alain Beaumont, obèses, alcooliques. On courait presque le slogan, vous savez, dans le match où on est marqué Jean du Nord, pédophile, alcoolique, consanguin. C'est presque sur cette dialectique-là. Or, il parle du peuple français, et quelque part de son peuple à lui. C'est-à-dire qu'il a théorisé, vous parlez du rapport Terra Nova. Moi, il y a quelque chose qui m'a encore plus marqué que le rapport Terra Nova. Il me semble que c'est aux élections de 2017, il manque 300 000 voix à Jean-Luc Mélenchon pour aller au second tour. Oui. Et il y a Éric Coquerel qui, face caméra, et aujourd'hui, je veux dire, personne ne nie cette phrase, il y a Éric Coquerel qui dit « Il nous manque 300 000 voix, c'est le vote musulman en banlieue ».
pourquoi pas de théoriser ça, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été au détriment justement de ces gens d'Hénin-Beaumont, parce que pour justement plaire, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ce vote musulman en banlieue, pour soi-disant plaire à ce vote musulman, ils ont décidé qu'il fallait humilier les autres. Vous iriez, Lukareski, jusqu'à dire qu'il prône un remplacement idéologique? On va remplacer la partie du peuple qui vote mal par une partie du peuple qui voterait bien. On incite à ce remplacement. Pas un remplacement, mais à une superposition. En tout cas, il y a la volonté de les exclure et d'en faire des moins que rien. Comme vous dites, quand on dit ils votent mal, qu'est-ce que ça veut dire? Ils votent mal parce qu'ils votent pas Mélenchon. Il y a une volonté d'en faire des moins que rien. Ils ont peur du voile. C'est un des éléments. Ils ont peur du voile, de ce que ça peut représenter. On leur dit, ils sont racistes. Cet arrêt de la continuité. Voilà, cet arrêt de la continuité. Et la France insoumise, qui est aujourd'hui la grande force de gauche, dit le voile est tout à fait légitime et la laïcité est une réflexion islamophobe. Alors, vous partagez cette idée? Alors carrément, le mot qui est revenu dans mon enquête sur ces jeunes, c'est que la laïcité est une domination. Et dans les cas les plus extrêmes, on va vous dire que c'est un produit d'une réflexion blanche et qui est destiné à notamment descendre et exclure de la société en particulier les populations musulmanes. L'islam n'est pas une soumission, mais la laïcité est une domination. Absolument, intéressant. Absolument. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que les repères républicains, les repères de la gauche sont totalement retournés et tordus. Mais Lukareski, aujourd'hui vous êtes en souffrance quand même ou non par rapport à ça, parce que vous avez des valeurs de gauche, vous aimeriez quand même qu'il y ait une gauche française, j'allais dire rationnelle, courageuse, lucide, qui réponde aux attentes du pays, et elle est très fracturée. On a la France insoumise qui elle-même est une coalition de sensibilités différentes parce qu'entre Mathilde Panot et François Ruffin il y a un écart, et puis ensuite on a le Parti communiste avec Fabien Roussel qui essaie d'exister, les écologistes qui pèsent lourd, Madame Tondelier vous en parlez, Marine Tondelier, et puis ce pauvre Parti socialiste autour d'Olivier Faure. Elle est tristounette, la gauche à laquelle vous rêvez. Elle est tristounette, et plus que de se sentir orphelin sur le point de vue électoral et de figure, moi là où alors souffrance je sais pas, mais là où j'ai une vraie blessure et un vrai regret, c'est qu'effectivement depuis le début de ce mouvement, de ce courant de pensée, qui encore une fois n'a aucune incarnation, j'ai effectivement perdu, je dis dans mon livre que j'ai perdu la parole, parce qu'en fait je n'ai plus aucun espace de débat, du moins avec les gens de mon âge. Je vais vous la redonner dans quelques instants. On prendra Bernard qui nous appelle de Font-Romeu, et puis on répondra à cette question: est-ce qu'il faut rester triste à gauche, ou est-ce qu'on peut avoir des raisons d'espérer une gauche souriante, rayonnante, qui apporte des vraies questions, des vraies réponses de gauche à des questions de gauche. À tout de suite, vous restez avec nous, et si vous avez encore envie d'intervenir, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Je reçois Lucas Reski, fils de Benoît Reski, pour ceux qui ont connu cette gauche, j'allais dire, qui était pertinente et courageuse. Je dis pas qu'elle l'est plus, mais elle a bien changé, qui a écrit de gauche à droite, cette mutation, l'extraordinaire métamorphose, et ce que ça devient, et comment on désigne les gens qui passent de gauche à droite. La question, sont-ils vraiment passés à droite? C'est aux éditions du Cerf. Et nous avons Bernard qui nous appelle de Font-Romeu. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Perico, bonjour Sud Radio, bonjour à votre invité ainsi qu'aux auditeurs. Voilà, moi je m'appelle Bernard et j'ai 75 ans, et c'est sûr que j'ai vécu dans un environnement communiste, et voilà, et puis petit à petit la vie m'a fait changer de bord. Voilà, maintenant si vous voulez que j'oscille entre Reconquête, le RN, voilà, je le dis franchement. Ah, vous avez fait une grande évolution. Oui, c'est la vie qui m'a indiqué tout ça. Vous savez, on a toujours entendu dire que la droite produit et la gauche consomme. Et voilà, c'est un dicton, je l'ai vu. Vous savez, j'ai été directeur de station de ski. J'ai participé à des grèves à l'époque en Savoie. Vous voyez, on défendait le personnel. Moi le premier, et je me suis aperçu que ça suivait pas derrière. J'ai vécu des milices pour mettre de l'ordre pendant les piquets de grève. Enfin voilà, donc tout ça, ça m'a un peu orienté, vous voyez. Bernard, il n'y a qu'une seule... Oui. Écoutez, il n'y a qu'une seule question qui compte. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir perdu ou renoncé à vos valeurs?
Et non, ma valeur, c'est, voilà, on vient dans un groupe, on s'intègre, qui que ce soit. On se lève le matin, on a des projets d'amitié, de travailler, de produire et de s'inscrire dans la société en respectant les uns les autres. À partir de ce moment-là, de ce diktat, ça fonctionne partout. Vous voyez ? Et ça n'appuie, et puis surtout, de la conscience, du respect des autres, justement par sa place qu'on prend et ce qu'on rayonne autour de soi. Et ce que je vois maintenant, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon se radicalise et devient de plus en plus un tribun, je veux dire, voire négatif? Pourquoi? Parce qu'il ratisse large. Il a envie d'avoir le pouvoir. Personne ne comprend qu'il veut le pouvoir. Donc il ratisse large et c'est pour ça qu'il tombe dans toutes ces déconvenues graves. Hein. Il a des jeunes qui le suivent parce que, bon, il y a des jeunes qui de toute façon, là au milieu, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui ne connaissent pas la vie. Hein, et qui travaillent pas. Il y a beaucoup, vous savez, j'ai vécu les gilets jaunes et je les ai abandonnés au bout d'1 an. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des traînes savates au milieu, des gens qui profitent. Il n'y a pas d'ordre dans ce pays, il faut de l'ordre. Voilà. Et l'ordre, il sera que quand, je veux dire, il y aura une personne qui va donner l'ordre. C'est malheureux, mais il y a trop de partis, il y a trop. J'ai vraiment la colère contre ce qui s'est passé contre ce jeune Quentin, voyez. Pourquoi? Parce que depuis le temps que je dis qu'il y a trop de politique dans les universités, les directeurs, ils ont la trouille. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pressions. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de gens dans ce pays qui sont payés pour ce qu'ils ne font pas. On a compris votre message, Bernard. Il est bien celui que soulève Lucas dans son livre. Voilà, vous êtes vous aussi dans une réflexion, dans une souffrance, on le sent bien. Et pourtant, vos valeurs, j'allais dire, de ce que vous êtes, un travailleur français, restent intactes. Lucas Reski, la souffrance de Bernard, sa détresse, vous l'avez rencontrée, vous la comprenez? Alors oui, je la comprends totalement. Ce que j'ai tendance à dire, en fait, c'est que je comprends la colère des gens, même si parfois je comprends un peu moins la rage. Je me permets de dire la rage parce que je comprends que monsieur ait voulu changer de bord parce qu'il a pu retrouver ses idéaux au sein de son propre camp. Moi, par contre, à titre personnel, ce que je défends et que je défendais aussi pour mon père, c'est l'idée de ne pas passer par rage à l'ennemi, avec des grands guillemets. En fait, c'est le dicton, l'ennemi de mes ennemis sont mes amis. De ne pas tomber dans le piège. De pas tomber dans le piège. En tout cas, moi, je refuse que, parce qu'on me dit que je suis un droitard, je refuse de tomber dans le piège. Et en plus, je veux pas leur laisser ça. C'est un peu puéril, c'est un peu immature, je veux pas leur laisser ça. Mais ce que vous dites m'interpelle, monsieur, parce que, pour le coup, je comprends vraiment la souffrance. Et ça me fait penser, c'est un livre qui m'a beaucoup accompagné au cours de mon écriture, ça me fait penser au démon de Dostoïevski, parce que dedans, il y a une phrase qui dit tout de comment on peut se sentir quand on est rejeté de ce carcan social que peut être la gauche. Vous voulez nous la lire? Oui, je veux bien. Allez-y, Lucas, lisez-nous cette citation de Dostoïevski à l'antenne, ça va faire formidable. Vous ne pouvez pas savoir quelle tristesse et quelle colère s'emparent de votre âme quand une idée que vous-même, saintement, vous vénérez depuis longtemps, est reprise par des incapables qui viennent l'exhiber à d'autres imbéciles comme eux, l'exhiber dans la rue, et que vous la retrouvez soudain dans un marché aux puces, méconnaissable, souillé, présenté sous un jour absurde, de biais, sans proportion, sans harmonie, hochet d'enfants stupides. Ah, et on y est. On y est. Alors dites-nous en quoi cette phrase... Parce que c'est la tristesse et la colère. Voilà. C'est la tristesse et la colère de voir que ce qui nous a d'abord amené dans un camp et un héritage, c'est ces raisons mêmes qui fait qu'on doit le quitter. C'est-à-dire qu'on a des idéaux forts. Je suis sûr que monsieur a des idéaux forts pour avoir rejoint le camp communiste et sur les ouvriers et les travailleurs. C'est ce que j'ai entendu dans son discours. Et vient un moment où, quand notre camp change totalement, avec beaucoup de colère, beaucoup de mélancolie, on est parfois obligé de le quitter. Ou alors d'en être exclu. Lucas Reski, la citation de Dostoïevski a suscité l'appel d'auditeurs. Il y a Nicolas qui nous appelle de Bois-la-Pierre en Occitanie. Bonjour Nicolas. Bonjour Perico. Alors. Bonjour à tous les deux. Non, moi je disais que simplement, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai changé. Moi je suis resté géostationnaire sur un échiquier politique qui lui a glissé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, moi, j'avais des valeurs. Mes valeurs, elles sont restées à peu près les mêmes. C'est des valeurs qui feront que j'aurais été un électeur PS, quelqu'un de social-démocrate. Sauf que, si vous voulez, tout ce qui est justice sociale, tout ce qui est... ça m'a fait me décaler vers quelque chose qui est plus à droite. Je me sens un peu plus centriste, avec la notion aussi que je ne pourrais pas revoter pour
un parti qui pactise avec le diable, à savoir LFI, qui à mon avis n'est pas moins redoutable que le Rassemblement National, si ce n'est plus, mais ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je vois que aux législatives, quelqu'un comme Glucksmann, qui est profondément raisonnable, qui inspire confiance, s'allie au deuxième tour avec LFI, dont on connaît le projet de haine, parce que à LFI on a beaucoup de haine en fait. On cherche sur la haine et le chaos, et c'est ça qui rassemble. Plus encore que les origines, c'est la haine, voilà. Et donc moi, je peux absolument pas me reconnaître dans cette partie-là de l'échiquier, quoi. D'accord. Lucas Reski, est-ce que vous trouvez que la haine a gagné aujourd'hui le discours de gauche de façon nocive? En tout cas, on le voit avec l'actualité. Ce qui est sûr, c'est que là, avec l'actualité chaude, comme on dit, l'actualité d'aujourd'hui, la mort de Quentin Derenc, là, on la voit totalement. Moi, ce que je dis, c'est que ce manque de parce que, encore une fois, vraiment, j'invite les gens de gauche, tous les gens de gauche, à se questionner de pourquoi depuis plus d'un siècle il y a ces questions de traîtres, il y a ces questions de gens qui ne se retrouvent plus dans la gauche, parce que voilà, moi quand j'ai interviewé des gens de votre génération, monsieur, qui sont pas de la mienne, les gens me disent mais moi je connais ça, c'est déjà comme ça dans les années 60. Il faut se demander pourquoi c'était déjà comme ça dans les années... On est dans la détestation, dans la dénonciation, dans l'excommunication, voilà. Le dénigrement de l'autre. Voilà. Et pourquoi, c'est ce que je vous disais, Perico Légas, pendant la pause, pourquoi quand on regarde des débats des années 68, des années 80, avec Bernard Tapie, avec Pascal Bruckner, avec Alain Finkielkraut. Sur l'apostrophe très célèbre, bien sûr. Pourquoi ce sont les mêmes mots? Pourquoi ce sont les mêmes débats qui reviennent? Voilà, vous regardez les débats sur le communisme à cette époque, sur les gens qui ne voulaient pas écouter Solzhenitsyn, c'est les mêmes personnes qui aujourd'hui ne veulent pas reconnaître que le Hamas est un mouvement terroriste. C'est un aveuglement. Et donc d'abord, il faut se demander pourquoi c'est comme ça depuis toujours. Donc le 7 octobre, une véritable tragédie, une fracture de plus dans le débat à gauche. Oui, celle-là, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que ce genre de crise qui concerne tout le monde, mais qui là concerne un peu plus particulièrement la gauche, c'est dans ce genre de crise qu'on voit que la jeunesse de gauche, les enfants de gauche ont été entre guillemets mal éduqués, c'est-à-dire que leurs parents au sens large n'ont pas su leur transmettre leurs idéaux, leurs valeurs, et le résultat c'est que dans des crises aussi terribles que celle du 7 octobre ou que là, la mort de Quentin Derenc, on se rend compte que ces repères ont totalement sauté et que même ils peuvent être retournés contre son propre camp. Donc on peut être comme Benoît Reski, comme Lucas Reski, juif de gauche avec des valeurs de gauche, et on se fait traiter de complice de génocide parce qu'on estime que le 7 octobre il s'est passé quelque chose d'épouvantable, même si ça ne retire rien au fait que Gaza aussi il y a une tragédie. Absolument. De complice de génocide pour le 7 octobre. Là, en l'occurrence, j'ai débattu avec personne du sujet, mais je sais très bien ce qu'on me dirait sur ce malheureux Quentin, que le soutenir, lui faire hommage, c'est suspect, et que de toute façon, c'était un fasciste d'extrême droite, et qu'il n'y a pas à le pleurer. Et vraiment, j'insiste sur le sujet, ces crises-là qui concernent la gauche, c'est là qu'on voit qu'il n'y a plus de dialogue possible, parce que voilà, j'entendais hier même Sandrine Rousseau et tout, je veux dire, c'est des gens qui je veux dire, je suis sûr qu'ils sont intelligents, qu'ils ont des valeurs, et ils continuent de vouloir s'allier avec Mélenchon, ils continuent de vouloir le défendre même dans les pires crises, alors qu'on voit justement dans ces pires crises que oui, il y a des gauches qui ne s'entendent plus, et que notamment il y a une génération qui n'arrive plus à parler à ses parents, qui veut les manger, et qui veut absolument, comme on a voulu déboulonner les statuts, déboulonner tous les principes qui étaient chers à la gauche. On assiste à une forme de goulag de gauche. Lucas Reski, vous reviendrez en parler, parce que je suis sûr qu'il y aura un tome 2, parce que l'histoire n'est pas finie. Merci d'avoir été sur Sud Radio. Notre débat a été passionnant, et vous voyez, les auditeurs ont réagi parce qu'ils se sont tous sentis à un moment donné concernés. Je vous donne rendez-vous à demain, et là je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye pour des sujets plus attendrissants certainement que le débat de la gauche et de la droite.